Bonjour à toutes et à tous. Nicolas Boisard du Cariforef, bienvenue pour cet atelier sur les dispositifs de transition pro que j'aurai le plaisir d'animer en compagnie de l'homme dont je vois la vidéo en particulier un petit peu là sur le côté et qui s'appelle Laurent. Si tu veux te présenter, Laurent. Bonjour à toutes et à tous, voilà Laurent Gambert de Transition Pro. Laurent, est-ce qu'on met quelques mots sur les objectifs? Alors, on n'a pas repris les objectifs de la fiche programme par lesquels vous êtes inscrit, mais on a voulu faire un petit peu plus synthétique. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, parce que en fait, donc on n'en est pas à notre première expérience partagée avec le Cariforef, puisque la plupart d'entre vous, on a pu éventuellement déjà se rencontrer soit en présentiel, soit à distance. On a notamment fait un webinaire il y a quelques semaines qui donnait un peu les prémices de ce que nous allons aborder aujourd'hui. En fait, l'idée, c'est que vous puissiez avoir un zoom un petit peu plus approfondi sur les différents dispositifs. Merci d'ailleurs d'avoir exprimé vos attentes, vos questions. Elles sont larges d'ailleurs, donc le menu est croustillant après déjeuner. Et ça permettra effectivement, en tout cas on l'espère avec Nicolas et la petite équipe qui est autour de moi aujourd'hui, de vous permettre d'avoir les bons réflexes par rapport éventuellement aux salariés que vous allez accompagner, aux différents publics que vous pourriez prendre en charge, voilà, pour que vous ayez au moins des éléments de réponse plus concrets. Voilà, une étape en tout cas assez approfondie qui j'espère sera partagée avec plaisir. Merci pour ces précisions, Laurent. Alors, comme pour le webinaire que tu évoquais, effectivement, qu'on a réalisé il y a quelques semaines, nous enregistrons également cet atelier. Donc, l'ensemble de ces éléments, tant le webinaire, pour ceux qui l'auraient raté, voudraient un premier aperçu, et que cet atelier donc, seront en ligne sur le site de Choisir mon métier pro dans la page dédiée à la professionnalisation. Ce qu'on vous propose, c'est un petit jeu d'entrée en matière. Alors, je tiens à dire d'entrée de jeu que si jamais mon collègue Laurent, ici présent, venait à dire que, par exemple, les récompenses je sais pas, aux réponses, aux bonnes réponses de ces jeux relevaient de l'entière responsabilité du CARIF, je tiens à dire que ça lui appartient complètement. Et voilà, je tenais à faire cette petite mise en garde préalable. Et puis, je vous propose d'y aller directement maintenant. Alors, une première question qu'on souhaite vous poser, c'est quel est le nom du dispositif qui remplace le congé individuel de formation? Vous avez plusieurs propositions. Ce qu'on vous invite à faire, c'est utiliser la zone de conversation pour y apporter vos réponses. Alors donc, A, B, C, D, et ce qui nous permettra de voir la grande tendance. Donc, les propositions, ça semble assez clair, en fait. Je pense qu'il n'y avait Violaine, pas... Isabelle, d'accord, donc réponse D, réponse D. Je suis très déçu, Nicolas, que tu n'aies pas pu obtenir un budget pour récompenser nos amis si participants aujourd'hui. Oui, je comprends ta déception, Laurent. Cette dynamique pédagogique que nous entreprenons. Voilà, donc, comme vous l'avez compris, avec Nicolas, on a l'habitude d'animer quelques sessions. On essaie de les rendre aussi un petit peu joviales. Voilà, par ces questions. Oui, bravo, vous avez complètement raison. Pour la plupart d'entre vous, c'est bien la réponse D, puisque le CIF, donc congé individuel de formation, a été remplacé par le PTP, projet de transition professionnelle. Alors d'ailleurs, juste pour une petite une alerte, il s'est appelé à un moment donné CPF de transition. Il s'est appelé à un moment donné CPF de transition. Il s'appelle aujourd'hui projet de transition professionnelle. 3 lettres, au lieu du CIF, ça s'appelle PTP. Alors, deuxième question qui s'est affichée automatiquement. Écoutez, la voilà. À qui s'adresse Transition Pro? Donc, on vous invite à apporter, là encore, vos réponses dans la zone de conversation. Quel type de public? Tout à fait. Alors, les salariés du secteur privé, les salariés tout court, les salariés en CDD, en CDI, les salariés et les indépendants, les salariés du privé, les demandeurs d'emploi et les salariés, c'est plutôt pas mal. Alors,
bien évidemment qu'on a plusieurs types de publics qui peuvent normalement donc bénéficier de nos dispositifs. Vous avez raison que ce sont les salariés du secteur privé ou titulaires d'un contrat de travail privé. Ils peuvent être en CDI, ils peuvent être en CDD, ils peuvent être également intérimaires et ils peuvent être également intermittents. Il ne faut pas les oublier. Et d'ailleurs, des personnes qui sont inscrites au Pôle emploi, qui sont en cours de CDD, peuvent mobiliser le dispositif de financement. Donc, c'est une excellente alternative, notamment donc à une demande de financement qui ne passerait pas par le Pôle emploi. Donc, bravo à vous pour ceux qui, effectivement, ont déjà repéré la typologie publique qui pourrait bénéficier de nos dispositifs de financement. Troisième petite question. Donc, le nombre de personnes ayant contacté Transition Pro en 2021. Donc, vous avez une proposition très ferme de 517 personnes exactement. Sinon, un deuxième choix de 500 à 1000 personnes, environ 5000, entre 5000 et 10 000 et environ 28 000 personnes, à vous, là encore, par la zone de conversation. Ah, là, c'est un petit peu plus beaucoup partagé. Plus hétérogène. Voilà, ouais, effectivement. Donc, réponse D en très grande majorité, si je ne m'abuse. Le CFPPA de Montreuil a parlé de E, je crois, pour l'instant. Il n'ose pas dire qu'il y aurait eu 28 000 personnes. Eh bien, écoutez, c'est bien 28 000 personnes qui ont pris contact téléphoniquement auprès de Transition Pro. Donc, vous voyez que c'est quand même une masse assez importante. D'ailleurs, avec une belle évolution en 2021. Donc, davantage encore de sollicitations, même par téléphone. Le périmètre géographique, c'est une bonne question. Ce sont les Pays de la Loire, bien sûr. Voilà, donc on est là centré sur le nombre de contacts téléphoniques en Pays de la Loire. Tout cela ne résulte pas, heureusement, systématiquement sur une demande de financement de formation, mais par contre, s'appuie sur les différents dispositifs que nous proposons au sein de Transition Pro. Très bien. Alors, question suivante. Les lieux de permanence où on peut vous rencontrer, Transition Pro en Pays de la Loire. Là encore, différentes propositions, dont une qui tend à ne pas se mouiller, je dirais. Alors, je vois du C particulièrement, environ 127, au moins 127. Sophie, ça veut dire que effectivement, pour la plupart, vous avez bien cerné qu'il y avait la possibilité de rencontrer un interlocuteur de Transition Pro sur plusieurs sites, et bravo à vous, en tout cas en Pays de la Loire. Nous sommes répartis sur les 5 départements et à l'heure actuelle, il y a 67 lieux de rencontres possibles ou d'intervention ou d'accueil possible pour les salariés ou les publics que vous avez cités tout à l'heure. Donc, c'était la réponse D. Aucun de ces chiffres, j'attends la réponse. Merci Laurent. Ah là là, c'est coquin de poser des questions comme ça quand même, Laurent. Enfin, je ne sais pas qui a posé ces questions et qui a formulé les réponses. Je ne sais pas. Bon. Continuons. Dernière question, allez, pour cette mise en jambe. Une dernière pour la route. Donc, alors là, c'est la question des canaux. Sur quels canaux peut-on trouver des informations utiles sur les dispositifs gérés par Transition Pro? Voilà, alors encore quelques propositions un peu étonnantes, hein, je trouve, Laurent. Le site de Transition Pro, le site de Transition Pro, le site de Transition Pro, le site de Transition Pro. Effectivement, là, vous êtes assez unanime. Il y a un piège, quelqu'un qui a fait un piège. Alors, sachez, Venise, non, ça c'est la destination qui sera offerte probablement par Nicolas à l'issue de cet après-midi qu'on passera ensemble pour les meilleurs d'entre vous. Sérieusement, en fait, globalement, il y a plusieurs canaux et c'était là l'attention qu'on voulait porter. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez bien sûr le site de Transition Pro, mais grâce à notre chargée de communication, Elsa, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, nous disposons d'un Facebook également, donc qui peut être très intéressant. Nous avons un Twitter également et il y a des newsletters également qui permettent d'avoir de l'information en instantané ou en continu. Donc, vous voyez qu'il faut bien élargir le spectre. Je ne parle bien évidemment aussi, vous avez LinkedIn, hein, pour la plupart d'entre vous, vous avez la possibilité de demander à être mis en relation avec LinkedIn ou en général, Elsa fait le nécessaire pour vous alimenter sur les informations les plus instantanées possibles. Voilà, et quelqu'un quand même a posé la question s'il s'agissait de la Venise verte pour la première proposition. Je ne sais pas, Laurent. Ça dépendra du budget alloué par le CARIFOREF à travers Nicolas. Nous verrons cela. Allez. Très bien. Bon, allez, c'était la mise en jambe. On vous propose bien de poursuivre à présent
et revenir sur les quelques questions que vous nous avez partagées en amont dans le mail de confirmation d'inscription. Vous avez glissé un lien qui vous permettait d'accéder à un tableau pour y mettre des post-it. Voilà. Donc, on a regardé vos questions, on les a un petit peu organisées. Laurent, si on peut en dire quelques mots, sachant que 2h30, ça passe vite. Hein, on va faire une petite typologie à très grosse maille de vos questions, qui seront pour la plupart, je pense, tu me diras si c'est bien ça, mais de toute façon abordées dans le cadre des interventions respectives. Et ce qu'on se proposera, c'est de vérifier à la fin de cet atelier qu'on n'en a pas oublié une ou deux en termes de traitement. Hein, est-ce que tu peux nous dire quand même dans les grandes catégories ce qui ressort des questions des uns et Donc, des autres? beaucoup de questions autour justement du PTP, le projet de transition professionnelle, qui est globalement le dispositif phare qui est au sein de Transition Pro, que vous aviez bien repéré tout à l'heure. Donc voilà, c'est des questions complètement légitimes. Avec une question quand même de dire, mais qui finance? Alors, certaines questions mériteraient d'être un petit peu approfondies. Mais moi, j'ai compris à travers cette question que vous demandiez qui paye, en fait, si c'est bien cela. Globalement, nos budgets viennent de France Compétences. Voilà, c'est notre organe, c'est la tutelle de Transition Pro, qui est même France Compétences et sous la tutelle de la DGEFP, autrement dit, le ministère du Travail et de l'Emploi. Donc voilà, je fais assez court, mais c'est de là qu'effectivement sont alloués les budgets. Et à la base, en fait, au départ, c'est la cotisation des entreprises qui en fait est collectée et ensuite est redispatchée par France Compétences selon des arbitrages qui lui appartiennent. Donc en fait, si on a à résumer le PTP, projet de transition professionnelle, on peut dire que ce sont des fonds en provenance d'entreprises au service de salariés de ces mêmes entreprises ou d'autres entreprises si elle est faite ce qu'on appelle mutualisation. Une autre question qui était autour surtout du démissionnaire, on verra. Alors, je vais pas plus loin parce que théoriquement, tout ce qu'on va aborder ensemble devrait répondre et devrait vous nourrir justement en termes de réponses. Des questions autour du conseil en évolution professionnelle, il y en a une ou deux, donc pareil, normalement, vous devriez avoir vos éléments de réponse également. Puis après, on a des questions qui sont très, très précises, comme notamment, alors là, je vois plutôt des organismes de formation qui aimeraient peut-être avoir des réponses. Ils profitent probablement de ce moment-là. Très bien, écoute, merci Laurent pour ces points. Je vous propose qu'on passe tout de suite dans la partie entre guillemets apport, mais qui va permettre justement de revenir sur un petit peu les fondamentaux pour mieux comprendre, mieux connaître les dispositifs, vos dispositifs et comment les mobiliser. Et donc pour ce faire, je vous propose un petit exercice. Voilà. Alors, pour certains d'entre vous, on vous a peut-être déjà un peu sensibilisé à cela, mais néanmoins, ça nous paraissait nécessaire de reprendre conscience et de repartir de là. Parce que l'étape de financement, on sait que toute transition professionnelle, ça a un coût, quel que soit l'interlocuteur ou la structure qui prend en charge. D'ailleurs, petit aparté, mais vous savez que quand vous avez un jeune scolarisé, il y a un coût, même si c'est la sphère publique qui paye, si ce sont nos impôts. Quand on est demandeur d'emploi, il y a un budget qui est alloué également donc par le conseil régional et le pôle emploi pour amortir les coûts, que ce soit en termes d'indemnisation ou que ce soit en termes de prise en charge des frais de formation. Et pour les salariés, c'est pareil, il y a aussi un coût. Quand il y a en fait un projet à financer, il faut beaucoup de bénéficiaires. Alors, j'appelle les bénéficiaires les salariés. Voilà, qu'on s'entende bien sur ce terme-là, ce public que vous pouvez prendre en charge ou que vous pouvez accompagner ou que vous pouvez guider. Le salarié, souvent, il a en tête une seule chose, c'est le coût de la formation. En fait, il raisonne directement en coût en disant tout compte fait, j'ai eu un devis, voilà, ma transition va coûter 8 000, 9 000, peut-être moins, peut-être plus. Mais souvent, il se limite à cela. Et je voulais vous faire prendre conscience de combien coûte une reconversion professionnelle lorsqu'on s'adresse à transition pro. On y va, et je vous propose toutes et tous de prendre une feuille ou d'avoir à proximité en tout cas de quoi noter, et vous faites cette petite grille où d'un côté vous avez le salaire, sur une autre ligne frais de formation, et enfin une troisième ligne frais annexes. Pour bien comprendre ce à quoi on veut aboutir, on va prendre votre salaire. Alors tous, voilà, vous faites plaisir, vous prenez votre salaire net, ce que vous touchez en moyenne
par mois, en incluant vos primes, X le 13e mois, pourquoi pas, tout ce qui vous a été versé pendant l'année 2021, vous faites votre moyenne, vous le divisez par 12 et vous dites, tiens, je touche ça en moyenne. Faites-le. Alors, s'il y a un voisin qui regarde votre salaire, surtout vous vous cachez, entre guillemets, sinon, si vous êtes à votre bureau, bah, pas de souci. Vous notez bien ce montant mensuel. Moi, je prends un exemple classique, 1000 euros par mois net. Voilà, en moyenne, je fais exprès de prendre ce chiffre-là pour que ça soit très simple. Vous allez le multiplier par 2. 1000 euros, donc c'est le salaire net moyen perçu, et vous le multipliez par 2. Alors, c'est pas parce que vous avez un cadeau bonus, mais simplement, c'est le coût, c'est l'impact, en fait, des charges salariales et des charges patronales. Donc, 1000 euros multiplié par 2. On sait qu'en France, en général, notre salaire, le coût en tout cas d'un salarié dans une entreprise, c'est presque le double de ce qu'il touche. Donc, on applique cette règle. Je touche 1000 euros par mois en moyenne, net. Je le multiplie par 2. Ça me donne 2000 euros chargés chaque mois. Donc, ce salarié coûte 2000 euros chargés chaque mois. Faites l'exercice pour vous. Vous allez vous donner un ordre d'idée. Si jamais vous faisiez appel à Transition Pro et que vous deviez effectivement lui demander une prise en charge, eh bien, effectivement, vous allez tout de suite voir quel est l'impact du salaire. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque ça, c'est chaque mois. Prenons l'exemple d'une formation. Il y a un temps de formation. Cette formation, en moyenne chez nous, il varie. Le temps moyen de formation, c'est à peu près 10 mois. C'est ce que nous constatons. Ça veut dire que Transition Pro, s'il accepte un financement, il devra à ce moment-là mettre de côté un budget correspondant à votre salaire chargé pendant 10 mois. Je reprends mon exemple. Le salarié touchait 1000 euros. On l'a multiplié par 2 pour impacter les charges salariales et patronales. Je remultiplie ce montant par 10 mois, qui est donc le salaire à assurer tout au long du parcours de formation. Vous vous rendez compte alors du montant qui va effectivement être à prendre en charge par Transition Pro, rien que pour la partie salaire. On est dans un cas d'exemple où on est sur une demande de projet de transition professionnelle, c'est-à-dire le dispositif qui prend en charge les salaires et qui va aussi prendre en charge les frais de formation, bien sûr. Et on est sur un exemple où vous êtes sur une formation à temps plein, voilà, donc pour être dans un exemple le plus simple possible. Ça, c'est que pour la partie salaire et c'est souvent ce qui est ignoré. Voilà, parce qu'en fait, il faut bien que cette charge incombe à quelqu'un. Ce n'est pas l'entreprise dans laquelle le salarié travaille qui va prendre en charge ce coût, puisque ça ne l'intéresse pas, le projet du salarié proprement dit, a priori. Donc, pour lui, il n'a pas envie de payer quelque chose qui ne le concerne pas. Donc, il va demander à Transition Pro de faire cette prise en charge. Les frais de formation, se rajoute le devis de l'organisme de formation. Nous suggérons très fortement que le salarié puisse donc rencontrer au moins 2 organismes de formation pour ne pas se jeter que sur un seul organisme et bien justement être dans une posture de client-candidat. J'insiste bien, moi j'appelle ça les 2C, client-candidat. Il y a effectivement donc un intérêt à ce que le salarié vérifie bien qu'il a une réponse intéressante, claire par rapport à l'objectif qu'il vise. Il doit vérifier à travers l'offre de formation que l'organisme lui propose en quoi ça répond à son projet. Il n'achète pas qu'un diplôme, il n'achète pas qu'un centre à proximité de chez lui, il n'achète pas qu'un temps de formation, entre guillemets. Non, il achète d'abord un outil au service de son projet. Et donc, pour éviter qu'il râle après l'organisme de formation parce que ça ne lui convient pas, parce que globalement les formateurs sont pas ceci, les formateurs sont pas cela, eh bien, écoutez, plutôt pour éviter ça, parce que chacun fait bien son travail, c'est aussi au salarié de vérifier à qui il a affaire, de bien poser des questions à l'organisme de formation, de vérifier qu'il y a une bonne adéquation entre le contenu de la formation qui lui est proposé et l'objectif qu'il souhaite atteindre. Voilà pourquoi on propose effectivement aux salariés de recueillir au moins 2 devis, de comparer et de faire un choix réfléchi sur l'organisme de formation. Je passe un petit message aux organismes et je les remercie aussi parce qu'il y a eu de vrais efforts en termes d'accompagnement à la prise en charge de ces salariés en reconversion qui posent beaucoup de questions, qui sont dans un esprit où ils ont cette posture client-candidat, comme je l'expliquais, ils sont futurs clients et en même temps, ils ont la posture de candidat parce qu'ils savent très bien que pour rentrer en formation, il faut vérifier que la personne a bien le niveau requis
et qu'elle sera en capacité de suivre la formation. Je vous passe aussi un petit message. Je remercie ces mêmes organismes d'avoir fait l'effort aussi, d'avoir personnalisé les offres de formation. Vous savez que depuis la loi de 2018, en matière de formation, comme pour le conseil régional d'ailleurs, donc chaque structure financière est maintenant attentive à ce qu'on achète au plus juste. Ça ne veut pas dire au plus bas ni au plus fort, mais au plus juste, globalement, des besoins du bénéficiaire. Et on appelle ça chez nous le positionnement. Enfin, donc vous avez rajouté le devis, pour un exemple, allez, 8 000 euros. Voilà, donc vous vous rappelez tout à l'heure que j'étais sur une prise en charge de salaire de 20 000, auquel se rajoutent les frais de formation de 8 000. Et puis, on a ce qu'on appelle les frais annexes. Alors, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait d'ailleurs des questions. Alors, les frais annexes, Transition Pro peut prendre en charge, en fait, une partie des frais. On appelle ça un forfait. Donc, il n'est pas question de payer en fait des repas ou de l'indemnité kilométrique ou des frais matériels, etc. Il y a un forfait. Voilà, c'est une somme, c'est donc un compteur qui va s'appliquer dès lors que la personne fait un trajet plus conséquent que celui qu'elle fait habituellement. Donc, je ne vais pas rentrer dans les barèmes, si vous me permettez, mais grosso modo, retenez qu'à partir d'une vingtaine de kilomètres, si par exemple j'habitais à Châteaubriand, que je travaillais à Châteaubriand et que demain j'habite toujours à Châteaubriand, mais que je vais me former à Nantes, forcément, je vais faire un effort kilométrique, forcément, je vais faire un effort de mobilité et cette personne pourra demander le forfait, donc qui va grosso modo donner un petit peu de beurre aux épinards, si je peux exprimer cela comme ça. Voilà, mais en aucun cas, c'est une prise en charge intégrale. Voilà, vous rajoutez par exemple à peu près 1 000 euros de frais annexes pour 10 mois et vous avez la somme globale. Faites l'exercice pour vous-même. Je vous rappelle que vous avez pris votre salaire, vous l'avez multiplié par 2 et vous l'avez remultiplié par le nombre de mois de formation. Vous avez rajouté une hypothèse de devis, prenez 8 000 par exemple, et vous rajoutez 1 500 de frais annexes si vous estimez devoir vous former de manière assez éloignée par rapport à votre domicile habituel. Voilà un coût concret d'une demande de reconversion professionnelle. Et voyez, voilà d'où partent les enjeux concrètement de chaque public que nous sommes amenés aujourd'hui à flécher vers une reconversion professionnelle. Et j'ai envie de dire, au-delà de ces enjeux financiers, il y a un autre enjeu qui se dessine, qui est complètement légitime, c'est que sont devenus ces investissements de formation, ces dépenses de formation? Est-ce que ces dépenses ont produit de l'emploi? Est-ce qu'elles ont produit du mieux? Et ça, c'est très important aussi que vous l'entendiez, parce que tous les partenaires publics qui nous pilotent quelque part et qui nous gèrent demandent à rendre des comptes complètement légitimes. Il ne s'agit pas de faire qu'une dépense de formation. Il faut prouver que cette dépense est légitime, qu'elle a été bien effectivement cadrée et qu'elle flèche bien vers aussi des réponses qui vont vers l'emploi ou la création d'entreprises aussi, il ne faut pas l'oublier. Voilà, je vous souhaitais avec Nicolas vous sensibiliser à cela. C'est important parce que c'est le point de départ et il n'est pas forcément toujours bien identifié comme ça. On le fait entre professionnels, bien évidemment, ce ne sont pas des salariés d'emblée qui on va expliquer. On le fait, nous, parfois en accompagnement. On le fait, les CEP le font aussi pour les sensibiliser. Voilà, donc simplement pour faire prendre conscience aux gens que quand il y a un changement de transition professionnelle, une reconversion, il y a quand même le salaire à faire supporter la plupart du temps. Voilà. Et alors, je profite de cette petite interruption que je viens de faire, je suis désolé, juste pour vous rappeler que vous avez la possibilité aussi d'interagir, de poser des questions, et pour ceux qui le veulent, en levant la main, en vous signalant, même vous pouvez, en ayant activé votre vidéo et votre micro, poser des questions et interagir également avec Laurent directement. D'ailleurs, j'en profite moi pour poser une question qui n'a absolument rien à voir avec le contenu, mais sur la qualité du son. Est-ce que tout le monde entend bien? Moi, j'entends de mon côté quelques sifflements par moment. Est-ce que c'est le cas également? Si vous pouvez me répondre dans le chat. Non, c'est bon? OK. Ah oui, pareil. Donc, d'autres ont bonne qualité, sifflement, oui. Bon, ce que je propose... alors, peut-être, Laurent, si tu peux regarder dans ton environnement, si tu n'as pas un autre poste qui serait... C'est ce que je viens de regarder et puis je suis en train de vérifier si j'ai pas effectivement des ondes ARCEP en parallèle. Je vais regarder ça. Et en même temps, moi j'ai désactivé le partage. Il y avait un aspect technique de son qui était partagé de mon côté. Je m'assure que ça ne passe également. Alors je repartage le support. Voilà.
Y a-t-il d'autres? Alors, ben, pour le coup, cette interruption nous permet d'avoir des questions qui arrivent. Alors, au-delà de, oui, je vérifie juste, hein, oui, c'était. Alors, on va pouvoir vérifier avec Laurent si c'est un petit peu mieux. Est-ce que vous avez des sifflements quand je parle de mon côté? Avant de répercuter les questions? Non. Ok, d'accord. Très bien. Alors, Il y avait une question sur les intérimaires, je crois, si je dis pas de bêtises. alors, il y a une question sur les intérimaires et il y a une question également sur les frais annexes. Alors, sur les intérimaires, donc Sophie nous pose cette question-là, Laurent. Qui peut aider un salarié intérimaire à remplir son dossier? Eh bien, transition pro. Voilà, donc on est payé pour ça. D'ailleurs, ça c'est important. Il y a une offre de service qui est vraiment très large pour accompagner les personnes dès lors qu'elles passent à la phase de demande de financement. Il ne faut pas hésiter. On est payé pour. Il y a soit des réunions d'information qui vont bien effectivement sensibiliser les personnes sur les attendus, les démarches à réaliser par la personne elle-même, auprès de l'organisme de formation, auprès de son employeur. Les personnes sont également accompagnées individuellement selon les besoins, plus ou moins en profondeur et en tenant compte des capacités réelles de la personne. Donc, tout cela est en fait détecté dès lors que la personne prend contact avec Transition Pro, en fait, soit par téléphone, soit depuis notre site, en fait. Ok. Donc voilà, il ne faut pas hésiter sur les intérimaires, les intermittents, mais quel que soit le statut, hein, voilà, on est payé pour, encore une fois. Ok. Il y avait, alors sur la question des frais annexes, tu as abordé, je me demande si tu n'as pas apporté un certain nombre d'éléments de réponse déjà, mais enfin, revenons quand même dessus, les frais annexes qui peuvent être pris en charge en dehors des trajets, et en citant équipement, Alors, formation, voilà. Non, tenue et vie. attention, le forfait que nous pouvons allouer flèche bien sur des dépenses d'ordre kilométrique ou de repas ou d'hébergement. Donc, voilà. Mais vous pensez bien que le forfait qui est alloué n'est qu'une participation à des dépenses qui peuvent être plus larges, plus conséquentes. Néanmoins, ce forfait, il existe et à chaque fois que la personne se déplace en organisme de formation d'une manière lointaine, voire en stage, s'il est déjà identifié avant de passer en commission, alors ce forfait peut être déployé. Attention, la notion de matériel et frais matériels n'est pas indemnisable ou pris en charge. Donc ça reste à la charge de la personne. Je sais qu'il y a effectivement des formations qui vont demander une boîte à outils qui peut être conséquente, mais elle ne peut être prise en charge par Transition Pro, ou en tout cas elle ne fera pas partie du forfait. Ok, ok, ok. Autre question qui arrive dans le chat, l'une de Mélanie sur les critères de prise en charge. Alors, je lis la question telle quelle hein, pour cadrer la notion de reconversion. Donc, il semble à Mélanie que la proximité des fiches ROB sur les métiers est prise en compte. Alors, jusqu'à quel point on considère qu'un métier est trop proche d'un autre pour que la demande soit éligible? Voilà la Oui, question de Mélanie. parce que en fait, la notion pour être éligible au dispositif projet de transition professionnelle, il faut qu'il y ait un changement. Donc, par nature, si il n'y a pas ce changement de marqué, forcément, ça risque de faire ce qu'on appelle une non-éligibilité, puisque nous n'avons pas le droit, selon les textes, d'appliquer. Alors, c'est vrai pour que ceux qui connaissent un petit peu maintenant quand on rentre dans le dossier, mais je ne vais pas aller trop loin pour ne pas polluer globalement l'échange et on pourra donner les coordonnées d'une personne qui pourra bien expliquer ça. Mais voilà, effectivement, ce changement est marqué par ce qu'on appelle les fiches ROM. Hein. Donc, le code ROM, on prend le code ROM de la personne là où elle travaille et au poste où elle est, et on prend le code ROM qui correspond au métier qu'elle aspire à exercer après la formation. Donc, si c'est le Medcom-ROM, ça nous est déjà arrivé, qu'est-ce qui se passe? Il faut bien que le bénéficiaire mentionne le métier auquel il aspire à terme. Donc, conclusion, oui, il y a une alerte quand on est dans le même code ROM, mais elle n'est pas rejetée systématiquement à condition que le bénéficiaire, on y voit bien un changement de métier, même s'il reste dans la même famille de ROM. J'espère que je suis explicite. Qu'est-ce qu'il en est pour vous, Mélanie? Est-ce que ça clarifie? Bonjour, oui, merci. Ok, merci pour votre réponse. Marie-Laure, de la région également, avait une question sur la notion de formation en proximité et à savoir s'il y avait une incitation
à une telle modalité en posant également le point des formations rares en présentiel qui qui existent dans une autre région. Alors, est-ce qu'il y a une prise en charge également? Comment ça se passe? C'est une bonne question qu'a posée Marie-Laure. En fait, bon, c'est aussi une réponse de bon sens. C'est-à-dire qu'en fait, si d'abord, il faut privilégier un organisme de formation qui à la fois répond bien à votre besoin, ça c'est clair, comme je l'ai indiqué, et si possible à proximité pour que ce soit confortable pour la personne, pour pas qu'elle n'ait, entre guillemets, en plus la notion de trajet à gérer, voire l'éloignement familial. C'est quand même en plus un concept de plus à gérer dans une transition professionnelle. Donc, c'est important de le préserver. Ensuite, il n'est pas du tout interdit d'aller chercher une formation qui est éloignée des Pays de la Loire, par exemple en Bretagne ou en PACA, parce que justement cette formation ne se fait qu'à cet endroit. Par contre, il appartiendra en fait à la personne de justifier, c'est complètement légitime, de dire voilà, cette formation n'existe pas dans ma région, cette formation n'existe que dans telle ou telle région, il n'y a qu'une ou une ou deux sessions par an et forcément je suis obligé de flécher là-dessus. Et on ne manquera pas aussi de demander à cette personne qu'elle cerne bien l'impact de cette mobilité, c'est-à-dire de démontrer que globalement, ce n'est pas qu'une volonté d'aller chercher un organisme qui se situe, par exemple, en Bretagne, c'est aussi la capacité à le faire réellement en matière de logement, en capacité d'accueil. Voilà. Ça serait dommage d'avoir une réponse positive à un financement qui, tout compte fait pchit parce que la personne n'a pas forcément vu les commodités d'accueil une fois qu'elle serait sur place. Voilà, j'espère avoir répondu. Après aussi, un petit point d'attention entre présentiel, distanciel, mixte. J'ai envie de dire qu'importe. Simplement, il faut se dire que à chaque personne, il y a une pédagogie adéquate. Alors, je sais que le challenge des organismes qui font beaucoup d'efforts là-dessus, ils essaient de faire maintenant des mixtes possibles, puis surtout la crise sanitaire a prouvé leur talent à réagir, à essayer de pérenniser globalement leur parcours de formation malgré les situations et chapeau bas, franchement. Bon, forcément, ça a aussi des impacts parce que vous avez des salariés qui, eux, déjà appréhendent de retourner sur les bancs de l'école. Pardonnez-moi l'image, mais c'est quand même véridique pour certains. Donc, du coup, ils privilégient le présentiel parce qu'ils sont rassurés, parce qu'ils vont ils ont la certitude qu'il y aura des réponses à leur trou dans leur raquette, voilà, pour trouver le terme. Et pour d'autres, carrément, il y en a quelques-uns qui vont privilégier le tout distanciel. Moi, je vous dirais, ce n'est qu'un point de vue personnel. Par contre, là, c'est Laurent Gambert qui parle de transition pro, mais moi, je privilégie, je dis aux gens, franchement, en Pays de la Loire, il y a très belles offres de formation et de très bons organismes. N'allez pas les chercher sur les réseaux XY à distance, soi-disant une réponse, alors que peut-être vous l'aurez en proximité. C'est peut-être ça qu'il faut que vous regardiez en premier. Après, le distanciel génère beaucoup d'efforts aussi de la part du public. Voilà, il faut être aussi capable de gérer une formation en tout distanciel. Il faut être équipé à la maison. Il faut être dans un environnement qui permet de le faire. Enfin, tout ça, je le sais, mais il suffit pas de vendre une formation distancielle. Il faut s'assurer que la personne va vraiment la suivre, parce que sinon, ça te fait de gros dégâts après pour ces personnes-là. Ok, ok. Ben, voilà qui répondait également à la dernière question qu'on avait à l'instant de Marie-Laure, qui te remercie, Laurent. On voit qu'on a commencé à élargir. On est parti du projet des éléments de coût pour progressivement aller sur d'autres dimensions. Je nous propose peut-être de progresser justement à continuer à avancer vers, eh bien, ma foi, le cœur du cœur, c'est-à-dire les différents dispositifs qui sont mobilisables via Transition Pro Pays de la Loire. Ok, juste, on n'avait pas mis le CEP avant, Nicolas? Non? Donc, Alors attends, c'est moi regarde, qui ai le voulu. CEP arrive Voilà, là. voilà. C'était Alors, vraiment le. Voilà. merci. Oh, qu'est-ce qu'il est bien, ce Nicolas, quand même, en termes d'animation, je trouve ça génial. Ouais. Allez, alors, beaucoup d'entre vous se posent des questions sur, mais en fait, le CEP, quel est son rôle par rapport à une demande de financement? Comment ça se présente? Alors, je vais essayer de vous l'expliquer. D'abord, un chiffre. Une demande de financement sur deux, aujourd'hui, est déposée avec un parcours d'accompagnement réalisé par un conseiller en évolution professionnelle. Donc ça, c'est un fait, un constat. On est parti de peu et on arrive aujourd'hui à 1 sur 2.
Est-ce que c'est une obligation lorsqu'on demande le projet de transition professionnelle? La réponse est non. Est-ce que c'est fortement conseillé? La réponse est oui. Quelles sont donc les autres sources de provenance des personnes qui déposent une demande de financement? Encore une fois, je parle toujours du projet de transition professionnelle, qui est le cœur, entre guillemets, des dispositifs à transition pro. Ils peuvent venir d'un centre de bilan de compétences, ils peuvent venir de la part d'un organisme de formation, ils peuvent venir tout simplement en direct parce que la personne estime qu'elle a fait le travail de réflexion sur le projet professionnel et qu'elle se sent prête. Elle peut venir de la part éventuellement d'une entreprise, etc., etc. Donc, le conseiller en évolution professionnelle, c'est fortement effectivement donc proposé. Ce n'est pas obligatoire pour un PTP, mais c'est fortement conseillé. Néanmoins, d'autres sources effectivement aussi de travail sur le projet sont complètement admises. Que fait un conseiller en évolution professionnelle? J'ai le plaisir de les côtoyer, il y en a quelques-uns parmi vous, donc ils pourraient compléter s'il fallait. Donc, on travaille avec les conseillers de la PEC, avec les conseillers du groupement Évolution, les conseillers Cap Emploi, les conseillers de la mission locale et les conseillers de Pôle emploi. Vous voyez qu'on a bien tout le monde, et ça, c'est génial dans notre région. J'ai le plaisir, moi, de pouvoir effectivement animer des séances avec eux, nous professionnaliser, de partager. Au-delà de cela, leur travail consiste effectivement à répondre à tout ce qui est autour du projet. C'est quoi le projet? C'est où j'en suis effectivement dans ma réflexion, quel est le rapport bénéfice-risque de ma transition professionnelle, où j'en suis dans mes compétences, qu'est-ce qui me manque pour aller vers le métier que j'aurais envie de faire, comment je pourrais bien appréhender le métier que je veux faire. Et d'ailleurs, maintenant, les CEP, et sachez-le, peuvent faire des immersions, j'insiste là-dessus. Voilà, c'est un outil formidable pour rendre concret les choses par rapport à un salarié qui s'imagine un métier qui parfois peut être un peu en décalage, penser que l'herbe est plus verte à côté. Donc l'immersion permet à ces salariés de passer quelques jours, ça suffit, 3-4 jours, croyez bien que déjà c'est une très belle expérience, pas besoin de passer un mois. Donc pourquoi pas la renouveler s'il faut, mais au moins vraiment là ils vont se rendre compte concrètement de ce qui les attend, de comment se produirait le métier vers lequel ils se dirigent. Ce n'est pas obligatoire de faire une immersion, mais très franchement, on le voit de plus en plus. Il y avait une question là-dessus d'ailleurs tout à l'heure qui était posée par certains d'entre vous. Ce n'est pas obligatoire de faire une immersion, mais franchement, on voit bien que les membres de la commission, ils sont attentifs, ils disent ouais, ça donne du crédit au projet quand même. Mais au-delà de la commission, vous voyez bien pour ceux qui ont la chance de pouvoir suivre ces personnes qui ont fait une immersion, il y a bien un avant et il y a un après. C'est pas les mêmes. Voilà. Laurent, excuse-moi, je t'interromps, à Nathalie qui nous pose la question par rapport à l'immersion sous couvert d'une convention. Oui. Donc l'immersion, c'est la PMSMP. Donc me demandez pas la définition exacte de la PMSMP. À chaque fois, je me mélange les crayons. Pardon, je voudrais pas vous induire en erreur. Prestation de mobilité. Enfin bref, je pense qu'il y en a aux périodes de mise en situation. Merci en tout cas à Mélanie. Bravo Mélanie, vous avez gagné une partie du voyage, je crois. Donc Nicolas, tu noteras ça. Non, je plaisante. Merci, super en tout cas Mélanie. Mais en fait, moi j'appelle ça, et c'est vrai que si on commence à annoncer, à dire à une personne, vous allez faire une PMSMP, le bénéficiaire vous regarde, dit le quoi? Donc, en fait, par contre, si vous dites, je vous propose de faire une immersion ou pensez à en faire une. J'ai même un petit terme, j'appelle ça un vie ma vie. Ça parle très bien aux gens. Alors là, tout de suite, ils se projettent, ils disent, ah ok, comment ça marche? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui prend en charge quoi? Les opérateurs CEP peuvent effectivement souscrire une convention qui permet à ces salariés en poste de justement donc aller passer quelques jours dans une entreprise qui va les accueillir, avoir le plaisir aussi de partager leur métier. Je vous rappelle que cette immersion va consolider les projets, mais il va aussi servir à d'autres choses. Il peut aussi servir à des candidats qui se positionnent, ils sont en poste, ils ont envie de postuler sur un job qui est à pourvoir, ils hésitent un peu, et avant de dire oui, qu'est-ce qui les empêcherait de faire une immersion pour se connaître? Et regardez le bénéfice pour l'entreprise également. L'entreprise peut faire presque une mini période d'essai avant l'essai. Voilà, donc, et je trouve que ça, peu d'entreprises, peu de salariés le savent, alors qu'on a vraiment un outil qui est formidable et les conseillers d'évolution professionnelle peuvent le déployer. J'ai juste une petite réserve, c'est que pour les cadres, à l'heure actuelle, l'APEC est en cours pour la mettre. Nous n'avons pas encore la confirmation que les cadres peuvent faire une immersion par l'intermédiaire de l'APEC. Et tu évoquais donc cette période de PMSMP pour des salariés en poste. La question aussi d'Anne-Marie qui vise sur temps de travail ou temps
en l'occurrence pour elle, sur temps de congé. Les deux sont possibles. Oui, très franchement, alors, si vous avez une entreprise conciliante qui adhère complètement au projet de reconversion de la personne, et ça arrive, certains employeurs vont être sympas, ils vont être chouettes, et ils vont dire, OK, faites vos 2-3 jours, je vous les paye. Ils vont maintenir le salaire. Mais aujourd'hui, la très grande majorité des cas, les personnes prennent quelques jours de congé, voilà, donc une demande d'absence à leur employeur classique, et donc ils souscrivent leur convention, ils vont voir l'entreprise d'accueil, ils font signer l'entreprise d'accueil, c'est confidentiel puisque vous n'êtes pas obligé de mentionner cela à votre employeur actuel, c'est ça donc l'intérêt pour pouvoir effectivement donc œuvrer. Donc la plupart des cas, c'est plutôt du hors temps de travail, ou en tout cas je prends des congés, c'est pourquoi on dit que c'est limité à quelques jours. Et en même temps, on en profite, il y a d'autres questions qui arrivent et qui paraissent aussi tout aussi importantes. Il y a une question qui vise le fait de faire appel au CPF pour la période d'immersion. C'est pas important de pouvoir y répondre. Il n'y a aucune dépense à faire. Il n'y a absolument pas de CPF à mobiliser pour faire une immersion, puisque en fait, l'immersion est une convention à laquelle les CEP peuvent souscrire. Voilà, donc c'est un document, un certificat officiel que les CEP ont. À la base, c'était le Pôle emploi qui effectivement a cette disposition, et il l'a étendu aux conseillers en évolution professionnelle. Donc, vous allez voir un conseiller en évolution professionnelle, c'est gratuit, c'est confidentiel, il a cette charte pour agir. Et puis, la personne exprime son souhait. Et si effectivement le conseiller en évolution professionnelle valide l'intérêt de la PMSNP, il va l'accompagner aux démarches, remplir le formulaire. Il n'y a rien à payer et il n'y a surtout pas de CPF à débourser. Il existe certaines structures privées qu'on a identifiées qui proposent ce qu'on appelle une aide à la recherche de stage, moyennant un coût qui de toute façon n'est pas mobilisable par le CPF. Mais très franchement, à quoi ça servirait d'utiliser cela alors que le bénéficiaire peut s'en épargner et avoir ses éléments de réponse par l'immersion? Laurent, je n'étais pas revenu vers toi. Il y a encore quelques petits soucis de sifflement que j'entends. On verra à la pause tout à l'heure pour régler. Ça doit venir de moi. Alors en fait, je vais peut-être demander à Elisa de me donner un petit coup de main. J'ai un souci pour régler mon, si tu peux, son. Et puis en même temps, peut-être que Laetitia pourrait intervenir si elle veut bien poser une question sur des salariés plus de 26 et elle évoquait transcompétences. Ça vous convient, Laetitia, de développer la question? Oui, bonjour. Bonjour. Du coup, c'était juste effectivement, mais je pense qu'après, vous l'avez, au moment où j'ai posé la question, bon voilà, Laurent n'avait pas encore terminé, donc je pense que la réponse, elle a été induite après. Moi, la question, c'était pour des salariés plus de 26. Du coup, à quelle structure on s'adresse lorsqu'on veut faire effectivement une PMSMP? Donc, c'est qui, en fait, les acteurs du CEP pour les plus de 26? Puisque Pôle emploi, si on n'est pas inscrit comme demandeur d'emploi, ne pourront pas nous mettre à disposition des conventions PMSMP. Donc, voilà. C'est qui? C'est une très bonne question, Laetitia. Je vous invite à tous noter le site dans lequel sont référencés donc les opérateurs de CEP. C'est mon-cep.org. mon-cep.org. D'ailleurs, faites un test pour vous-même, il n'y a rien de mieux que cela. Comme ça, vous le faites, vous vous laissez guider. Le site, il est très bien fait, voilà, de la part du ministère du Travail et de l'Emploi, et il va vous guider directement donc sur l'opérateur qui est donc en charge de vous accompagner. Il n'y a pas que l'immersion dans le CEP. Il y a plein d'autres sujets, faire le point, être accompagné pour justement un entretien de recrutement, préparer un entretien professionnel avec mon employeur. Ça peut être, je risque d'être licencié pour inaptitude, qu'est-ce que je peux faire? Ça peut être la préparation d'un projet de reconversion, ça peut être un projet de création d'entreprise. Il y a une étendue, en fait, toute problématique professionnelle peut être abordée par son CEP, dont l'immersion. Vous faites ça, vous allez sur le site, vous indiquez également votre localisation. En fait, vous rentrez votre statut, vous rentrez le lieu où vous habitez et là où vous travaillez, et automatiquement, le site vous indique quel est l'opérateur qui va s'occuper de vous. Allez, je vous donne quelques indices. Si vous êtes en fait cadre, c'est prioritairement l'APEC. Si vous êtes avec une situation de handicap, c'est prioritairement le réseau des Cap Emploi. Si vous êtes en fait un jeune de moins de 26 ans, c'est prioritairement
les missions locales. Si vous êtes demandeur d'emploi, c'est prioritairement le pôle emploi et tout le reste, hormis la fonction publique, je suis désolé, tout le reste, c'est le groupement évolution. Donc, et là, donc, le groupement évolution donc, qui est un consortium d'acteurs dans lequel vous retrouvez notamment Tinigari, Catalyst, le CLPS. J'en oublie certainement, mais voilà quelques noms qui font peut-être écho à vous, auprès de vous localement. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que pour les actifs du secteur privé qui ne sont pas référencés en tant que cadres, travailleurs en situation de handicap ou demandeurs d'emploi ou jeunes, ça va plutôt flécher vers le groupement évolution. À noter également que le groupement évolution peut prendre en charge les indépendants. Voilà, donc les femmes globalement de conjoints dirigeants ou parfois qui effectivement sont sans statut ou à l'inverse, hein, voilà, je parlais des femmes, mais ça peut être aussi l'inverse, donc peuvent très bien aussi faire appel au groupement évolution. Voilà, moncep.org, j'espère que théoriquement ça répondra bien à toutes vos questions et c'est ce que je suggère très fortement à chaque personne que je rencontre. C'est simple et en général, tout le monde y trouve satisfaction. Bon, bah, je crois qu'on a… Merci Laurent, hein, c'est bon pour cet aspect-là. Et au niveau des questions, on a pu les aborder. Alors, pour le coup, peut-être que je me rappelle qu'on s'était dit que je devais être gardien du temps, il me semble. Hein. Je fais attention, je note en même temps, mais voilà. Donc, c'est le bon moment en tout cas pour revenir sur les dispositifs proposés par Transition Pro. Oui, allez, on va y aller. Donc, j'espère vous présenter ces dispositifs. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de rentrer dans le détail technique, mais simplement vous permettre de vous dire, ah, ok, je comprends mieux maintenant quel est le levier à activer par rapport à la personne que j'accompagne ou que j'aiguille vers lorsqu'il s'adresse à Transition. Alors, on va démarrer par le PTP, projet de transition professionnelle en orange. Vous voyez, il est au milieu. Je crois que vous l'avez compris. D'ailleurs, j'ai marqué, j'ai fait une petite faute, autant pour moi, permettre à un salarié d'entamer un changement de métier à son initiative. Voilà, donc en fait, le gros avantage, c'est que c'est le dispositif qui permet d'entamer une reconversion professionnelle avant que vous quittiez votre poste. C'est le dispositif le plus confortable, c'est le dispositif qui prend en charge les salaires. Je parle bien de rémunération et de salaire. Et c'est le dispositif qui peut prendre en charge les frais de formation et vous l'avez compris tout à l'heure, aussi dans certains cas, le forfait, donc des frais. Donc, il y a bien sûr quelques conditions pour y accéder. Vous allez voir avec Elsa tout à l'heure, nous avons sur notre site un guide, une entrée qui est très sympathique. Vous faites PTP, vous cliquez dessus et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a vérifier votre éligibilité. Eh bien, pour faire simple, utilisez ce chemin. Moi, c'est ce que je vous recommande, Elsa, si tu pourras le montrer tout à l'heure à nos participants. Voilà, donc elle va vous montrer comment on peut vérifier si on peut bien bénéficier de ce dispositif projet de transition professionnelle. Bien sûr, il y a des conditions d'ancienneté. Il y a aussi le fait que vous fléchez vers une formation qui est reconnue, certifiante. Voilà, donc diplôme, titre professionnel, certains CQP. Alors, c'est pas nous qui le décidons, hein, c'est le législateur, c'est France Compétences qui a donné ce cadre-là. Donc, exit malheureusement les formations qualifiantes. Voilà, il y avait une question là-dessus et j'y réponds automatiquement. Ce ne sont que des formations qui sont inscrites au RNCP et qui en même temps sont éligibles aussi au CPF. Voilà, donc quand quelqu'un est sur son compteur CPF, il peut commencer à vérifier s'il pourrait éventuellement utiliser un autre dispositif qui s'appelle le PTP. Voilà, comme ça, vous avez tout compris. Et pour cela, pour ceux qui veulent encore aller plus loin pour vérifier ça, sur quel site on vérifie si la formation est bien inscrite au RNCP, pour que chacun sache ce que c'est. C'est le registre national de certification professionnelle. Moi, j'appelle ça un peu la Bible dans laquelle sont enregistrés tous les titres qui valent quelque chose en France. Voilà. Donc, vous avez de là tous ces titres. Si c'est valide, c'est que c'est mobilisable, on peut flécher un financement. Si ce n'est pas valide, ça veut dire que soit c'est en cours de rénovation, soit éventuellement France Compétences n'a pas redonné la possibilité à cet organisme de maintenir son action de formation, ou son titre en tout cas. Voilà, donc gros avantage, je maintiens mon salaire, j'ai les frais de formation et surtout je change de métier avant de quitter mon poste. Et puis surtout l'intérêt pour l'employeur, c'est que lui, c'est neutre.
C'est-à-dire, le salarié, il s'en va, il quitte son poste, on suspend son contrat de travail, on ne le rompt pas, on suspend son contrat de travail, et c'est Transition Pro qui va prendre le relais des salaires et prendre le relais des frais de formation. Donc, c'est complètement neutre pour l'employeur. Il peut libérer ce salarié et il peut faire appel à quelqu'un d'autre pour justement donc le remplacer. Les limites, souvent vous avez des personnes qui vous disent « Ah bah oui, mais il faut que j'en parle à mon employeur » et je crains cette phase-là. Bien évidemment que l'employeur, ça ne va pas être plaisant pour certains de savoir, il y aura de la réaction parce qu'il y a des salariés, il y a des employeurs qui vont être surpris par la demande, mais ils ne s'attendaient pas, par exemple, à ce que telle ou telle personne veuille faire un autre métier que celui qui est dans son entreprise. Alors, il y a des entretiens annuels, il y a des entretiens pro qui, normalement, servent un peu à élaguer cela, mais parfois, il est fait de surprise. Moi, très franchement, de toute façon, quoi qu'il arrive, je peux vous dire que par expérience, quand un salarié a une envie de faire un autre métier, qu'il a travaillé sur son projet, il faut juste vérifier qu'il est arrivé à maturation de son projet pour passer dans la phase mise en œuvre. Et la mise en œuvre, c'est je suis prêt à prendre des risques. Prêt à prendre des risques, de dire aussi à mon employeur que mon job ne me plaît plus, que j'ai envie de me nourrir ailleurs. Et il y a aussi, il faut le saluer, beaucoup d'employeurs qui aussi saluent et ont bien conscience qu'on n'est plus marié à vie dans une entreprise. Et donc, on peut admettre qu'il y ait besoin d'aller se nourrir ailleurs. Voilà, donc ne redoutons pas l'autorisation d'absence. Elle est souvent le motif, on dit « Oh là là, mais il ne faut pas que j'en parle ». Mais de toute façon, n'importe quel dispositif aura en parler à l'employeur à un moment donné. Donc, autant globalement en parler et avoir le confort d'agir. Voilà, ça c'est pour le PTP. Côté démissionnaire, on est sur un dispositif à l'inverse. C'est-à-dire là, je viens de vous dire que il vaut mieux se former avant de quitter son poste. Et le démissionnaire, c'est l'inverse. C'est je quitte mon poste et je démissionne et je vais me former. Alors, c'est issu de la loi en fait de 2018, toujours sur la formation professionnelle. C'est ce qu'on appelle donc les porteurs de projets de formation ou de création reprise d'entreprise qui pourront faire appel dans ce cas à l'assurance chômage. Vous voyez bien qu'on commence à changer un peu le cadre. Déjà, vous avez quitté votre job et ensuite, vous allez effectivement mettre en œuvre le projet. Attention, vous êtes indemnisé par le Pôle emploi et non pas, donc il n'y a pas de rémunération, c'est donc une indemnisation. Je vais être très concret, c'est 57% de votre salaire brut. Voilà, donc il faut bien avoir à l'esprit que quand on passe par ce dispositif, il y a une baisse significative de rémunération. Ce n'est pas Transition Pro qui le décide, ça, c'est le Pôle emploi qui le gère au regard des règles d'indemnisation du chômage. Les frais de formation, je vous alerte également, il y a à peu près aujourd'hui 30% des personnes qui utilisent le démissionnaire, qui font un projet de formation. C'est souvent parce que le PTP ne passait pas, ou c'est parce qu'ils voulaient éviter l'autorisation d'absence que je vous évoquais tout à l'heure, et parfois ils le regrettent malheureusement. Donc, et en fait, les frais de formation, attention, il n'est pas prévu de budget pour payer les frais de formation. Il est dit à chaque démissionnaire de vérifier avec son conseiller en évolution professionnelle, un rôle très important cette fois-ci et obligatoire pour ce dispositif de passer par un conseiller en évolution professionnelle qui va en fait expliquer les démarches, qui va effectivement vérifier que c'est bien le bon dispositif et qu'il n'y en avait pas un autre qui aurait été plus confortable, qui va expliquer l'impact des décisions, qui va peut-être aussi aider cette personne à trouver le financement adéquat. Alors, dans les mesures possibles, c'est d'abord souvent de l'autofinancement. Ça peut être, si la formation est éligible, ça peut être le compte personnel de formation. Ça peut être également le plan régional de formation. Voilà, nous avons Visa Métier, qui permet effectivement donc de pouvoir, dans certains cas, permettre à ces personnes de se positionner. Donc, ça sont les organismes de formation qui peuvent répondre notamment à cette hypothèse. Donc, n'attendons pas que le Pôle emploi déploie une prise en charge des frais de formation. Vous voyez bien que le Pôle emploi va arriver plutôt à la fin de ces différentes possibilités. Le dispositif démissionnaire, il faut vérifier que vous disposez d'un certain nombre d'années d'ancienneté, 5 années d'ancienneté, effectivement, pas d'interruption. Il y avait une question tout à l'heure que j'avais entreaperçue dans vos attentes. S'il y a un arrêt de travail, est-ce que ça vaut interruption? Non, c'est ce qu'on appelle une suspension du contrat de travail. Tout ce qui est congé de maternité, congé parental et autres, on est dans la suspension d'un contrat de travail. Il n'y a donc pas d'interruption. L'interruption, c'est quand j'avais un poste A,
dans une entreprise A et je suis allé dans une entreprise B. Il y a eu une interruption de quelques temps et c'est ça qui va peut-être à un moment donné rendre inéligible la personne à ce dispositif où il faudra attendre à ce moment-là qu'elle ait suffisamment d'ancienneté. Je vous invite à vous rapprocher ou à faire rapprocher chaque personne intéressée par ce dispositif vers les conseillers en évolution professionnelle. C'est vraiment la porte d'entrée, cette fois-ci, non seulement recommandée, mais obligatoire, et tout leur sera expliqué. Alors, quel est le rôle de Transition Pro? En fait, on n'est pas financeur, on est juste arbitre, c'est-à-dire qu'on a la commission chez nous qui a un rôle de viser en fait les projets, de vérifier que la personne a bien pris conscience de ce qu'elle allait entamer, de ce qu'elle allait faire, les conséquences, de vérifier qu'elle a bien les leviers de financement, qu'elle a pris conscience qu'elle serait indemnisée et pas payée en termes de rémunération. Et donc, ils font ce qu'on appelle une approbation ou pas. S'il y a l'approbation, la personne continue dans son chemin, elle pose son préavis et ensuite elle s'inscrit, elle démissionne et elle s'inscrit donc au Pôle emploi pour être indemnisée avec l'attestation de transition. Je fais court parce que tout ça va vous être de toute façon encore une fois expliqué aussi depuis le site ou à travers encore d'autres séquences. J'en profite, Laurent, pour faire une toute petite interruption. Comme tu as présenté le PTP, le dispositif démissionnaire, tu avais une question à laquelle il y a eu un début d'éléments de réponse apportés dans le chat. En fait, c'était concernant plutôt le projet de transition professionnelle et la question de savoir si un employeur peut refuser de libérer son salarié. Alors, pour revenir au PTP, d'accord, qui, je vous le rappelle, est le dispositif qui permet à une personne de changer de métier avant qu'il quitte son poste, hein, pour bien se situer. Il y a une demande d'absence, une autorisation d'absence à formuler, et cette demande d'autorisation d'absence, elle doit être exprimée 4 mois avant la date d'entrée en formation. Que peut faire l'employeur? Il ne peut pas la refuser parce que c'est un droit. Je vais vous expliquer. Il peut simplement reporter cette autorisation d'absence. C'est exactement comme pour une demande de congé classique. Vous aviez l'intention de partir en congé, en vacances, etc. Et avant, justement, vous allez voir votre employeur pour lui demander si c'est bien OK avant de passer commande de votre voyage. Voilà, parce que vous faites attention à vos dépenses. Et bien, cet employeur, il peut accepter. Il vous dit, non, ça m'intéresse pas, décalez vos congés. Et bien, il fait la même chose avec le PTP, l'autorisation d'absence. Il ne peut pas refuser, mais il peut simplement décaler. Alors, son droit, c'est le droit de décaler une seule fois et jusqu'à un report de 9 mois par rapport aux dates de formation qui avaient été prévues. J'avais l'intention de me former en juillet 2022 et l'employeur pourra décaler mon autorisation d'absence. Il demande un report jusqu'à 9 mois à partir de juillet 2022. Il ne peut le faire qu'une seule fois. Bah forcément, ça décale le projet de la personne. Elle est obligée d'attendre ou de passer par un autre dispositif. Et il revient éventuellement au bout de 9 mois, il refait sa demande d'autorisation d'absence. Et cette fois-ci, l'employeur est obligé d'accepter. Les seuls cas de refus direct, c'est si vous ne respectez pas les 4 mois pour formuler votre demande d'autorisation d'absence. Voilà, c'est très important d'avoir cela. Donc, si vous êtes en deçà, ça ne peut pas marcher effectivement. Certaines personnes disent oui, mais est-ce que l'employeur est obligé de répondre sur son report? Oui, normalement, il peut répondre, mais il peut mettre n'importe quelle réponse. Par exemple, je peux mettre que je suis en sous-effectif, je peux mettre que je suis malheureusement en vulnérabilité au niveau de la production, je peux parler des compétences manquantes, etc., etc. Donc, bon, on connaît la règle, voilà, et puis comme ça, au moins, c'est passé ou pas. Et c'est un report et pas un refus. Je souligne que quand même, à l'heure actuelle, il y a une très grande majorité des demandes d'autorisation d'absence, même redoutées au départ, qui passent du premier coup, à grand étonnement de certains bénéficiaires, d'ailleurs. Ok, merci pour l'éclaircissement sur ce point, effectivement, qui nous amenait à revenir un petit peu en arrière. Juste un autre point, là il est 15h05. Oui, je sais, j'ai vu. Ce que je vous propose, c'est par rapport à l'avancée donc des points qu'on aborde, on se donne peut-être encore 10 minutes avant de se faire une pause, parce que ça fait déjà plus d'une heure qu'on est en visio. Et puis eh ben, il nous reste deux dispositifs à voir. Et par ailleurs, ben, je profite juste pour vous dire que dans le support, vous aurez en retour les éléments de point de vigilance, ça vous devez voir à l'écran,
les plus et les points de vigilance pour chacun des dispositifs. Peut-être que, Laurent, on pourra repartir de cette diapo-là, d'ailleurs, hein, Bien sûr, pour ouais, tout à fait. continuer. Et Ouais. par ailleurs, il y a d'autres questions. Ce que je vous propose, alors je vais frustrer un petit peu ceux qui posent des questions pour l'instant, c'est on met un petit peu en suspens, on va au bout peut-être de la présentation des dispositifs et puis on revient ensuite sur les questions. On verra. En tout cas, je pense qu'on sera pas loin de la pause. Si ça convient à tout le monde, je vous propose qu'on fasse ainsi. Voilà, puis s'il nous reste un peu de temps, je sais que il y a toujours plein de questions, hein, c'est normal, hein, c'est légitime. Côté transition collective, alors ce dispositif, en fait, vous en avez peut-être entendu parler, vous vous dites, mais de quoi s'agit-il concrètement? En fait, une personne, un salarié qui risque de perdre son emploi parce que globalement, il y a une restructuration, une transformation, une vente d'entreprise, ça amène en fait à un moment donné à provoquer une réorganisation, un transfert de certains postes. Et bien là, le plan de relance de l'État a prévu de rajouter un dispositif qui permet à des salariés qui seraient menacés à l'issue de ces scénarios, de ces contextes que je viens de vous donner, de perdre leur emploi. Et à ce moment-là, donc, il y a la possibilité d'aller donc chercher, pas cette fois-ci par l'intermédiaire de l'entreprise. C'est l'entreprise qui, globalement, est dans la configuration que je viens de vous citer, hein, une entreprise, un métier qui est en mutation, une restructuration. On n'est pas encore dans le plan de licenciement, mais on sait qu'à terme, il risque d'y avoir une séparation de certains collaborateurs et des métiers qui vont disparaître. Alors, ils peuvent faire appel à la transition collective. Cette fois-ci, c'est l'entreprise qui va se diriger vers donc transition pro et qui va demander si oui ou non il y a la possibilité de permettre à certains salariés de commencer une transformation, une reconversion professionnelle. Et vers quoi? Vers des métiers porteurs. Voilà, donc, et on va assurer le financement grâce à l'État, et donc un financement beaucoup plus large que le PTP, puisqu'on peut aller jusqu'à 2 ans. Ça, c'est quand même pas mal. 2400 heures, toujours sur des formations certifiantes, qui doivent flécher nécessairement vers des métiers porteurs. La liste de ces métiers porteurs, vous les trouverez sur notre site. Vous les trouverez également au sein de la DRETS. Voilà, ce sont des listes. Si elles ne figurent pas sur si les métiers ne figureraient pas sur cette liste, notre commission accepte quand même d'examiner une demande sur un métier, mais ce sera effectivement aux bénéficiaires de démontrer qu'il est porteur. Voilà, donc un dispositif qui est vraiment aujourd'hui sous-utilisé pour la bonne cause, c'est que nous avons une situation d'entreprise très favorable. Et de ce fait, voilà, il y a quelques régions en France qui ont la chance d'avoir cette situation. On ne va pas être tristounet, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais du coup, nous courons plutôt auprès de l'identification des entreprises qui seraient dans ce scénario parce qu'on a vraiment les moyens, non seulement leur donner une bulle d'oxygène, mais on a surtout les moyens d'éviter un impact social fort. Je expliquais hier à une personne, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui investissent massivement dans la marque employeur. Ben, quand elles procèdent en fait à des restructurations suite à une fusion ou autre, forcément, la marque employeur est un peu touchée. Et ben voilà, vous avez un levier social qui est très fort. Donc là, je fais appel vraiment auprès de vous à bien identifier des cas de salariés ou des chefs d'entreprise qui vous parleraient de ça, en disant j'ai une situation un peu critique, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous? N'hésitez pas à les flécher vers nous. On se déplacera en entreprise, on fera un diagnostic. C'est ma collègue Delphine qui a le plaisir d'être avec moi aujourd'hui et moi-même qui nous déplaçons. Et on aide l'entreprise à justement bien identifier ce cas-là et voir si on peut y répondre par l'intermédiaire de transition collective. Alors, juste sur transition collective, on a quelques questions en suspens, Laurent, hein, sur les points précédents, mais sur les transitions collectives, une question de Jessica vise le fait de l'obligation pour l'employeur d'informer le salarié de ce dispositif. Et s'il ne le fait pas, comment le salarié peut en être informé? Enfin, voilà. Oui, en fait, la phase d'information, je vais vous donner un exemple très concret. Nous avons mis en place transition collective au sein d'un restaurant, 6 salariés. Le restaurant va être vendu. Donc, les 6 salariés sont peu qualifiés. Ça fait 20 ans qu'ils sont dans cette entreprise-là. Donc, on a pu, avec les conseillers en évolution professionnelle, on s'est déplacé, puisque ça fait partie des missions que nous avons. Nous sommes déplacés dans l'entreprise, nous avons rencontré ces salariés, on les a projetés sur le scénario qui allait effectivement donc se produire et les conséquences qui en découlaient.
et de leur expliquer que c'était plutôt intéressant aujourd'hui d'entamer déjà une réflexion avec un CEP, voire peut-être de regarder si on se repositionne sur le même poste mais ailleurs et comment on est accompagné pour ça, voir si on a besoin de formation vers un autre métier parce qu'on veut faire une reconversion, c'est peut-être le moment de le faire, donc on peut être aussi accompagné par le CEP. Donc le temps d'information, il est obligatoire, mais je rappelle que les salariés doivent être volontaires. Par exemple, sur les 6 personnes que nous avons rencontrées au sein de ce restaurant, 2 seulement ont fait appel à transition collective. Les 4 autres ne sont pas volontaires, donc ce n'est pas une obligation. Ils attendront probablement le licenciement économique et malheureusement devront agir une fois qu'ils seront licenciés. Nico? Merci, merci pour cet éclairage. Laurent, je vois par ailleurs certificat Cléa, mais là, en même temps, il me semble que dans notre webinaire d'il y a quelques semaines, tu avais ajouté la VAE, je la vois plus. Alors, 2 mots. Pourquoi je n'ai pas rajouté la VAE? Non pas que c'est un dispositif, au contraire, il est tout aussi important pour nous, mais simplement nous avions un financement en VAE, nous n'avons plus le financement en VAE, on a obtenu une enveloppe de VAE, on n'a de nouveau plus l'enveloppe de VAE, mais nous sommes en train de demander une nouvelle enveloppe. Donc voilà, donc grosso modo, la VAE, oui, c'est un outil que vous connaissez, qu'on partage, voilà, la possibilité de valider globalement vos compétences en diplôme sans passer par la formation. D'ailleurs, nous sommes très attentifs pour ceux qui font l'effort et les membres de la commission, notamment sur un PTP, des gens qui ont fait une VAE avant de demander un financement PTP, c'est bien pris en compte. Voilà, c'est très important de l'avoir à l'esprit. On voit l'effort qui est fait avant et c'est un processus qui globalement mérite d'être récompensé pour ce salarié. Donc ça en fait partie. Nous espérons que nous aurons un financement. Nous devrions avoir la réponse sous peu. Croyez bien que dès qu'on l'aura, ça pourrait être une alternative. Vous savez que la VAE aujourd'hui, il n'y a que l'employeur qui peut la payer ou le compte personnel de formation. Donc du coup, ce serait bien qu'on ait encore une alternative comme nous l'avions à Transition Pro. On devrait avoir un forfait, a priori, de nouveau aux alentours de entre 1 500 et 2 000 euros pour accompagner et payer les frais d'accompagnement, de positionnement de VAE pour les salariés. Mais on le saura très prochainement d'ici quelques jours. Cléa, je voulais vous en parler aussi. Concrètement, c'est un dispositif qui est peu connu. Je vous invite, nous avons intégré dans la structure William, retenez son prénom, c'est Monsieur Cléa au sein de Transition Pro. C'est un dispositif qu'on a besoin de mieux connaître et de mieux utiliser. Par exemple, je reprends l'exemple du restaurant avec ces 6 personnes que nous avions vues, 2 fonds de transition collective avec la CEP. Cette personne va faire une formation de secrétaire comptable, pardon. OK. Donc, ça y est, mais elle appréhende un peu quand même la bureautique. C'est paradoxal, mais on l'a détecté. Et donc, vous avez dans Cléa le moyen de faire un module qui permet de vous former globalement à cette compétence, qui est une compétence transverse, une compétence de base que chacun peut occuper. Autre possibilité pour cette même personne, je lui ai dit, n'hésitez pas à utiliser le module Apprendre à apprendre. Parce que je vous rappelle que les salariés sont éloignés en fait d'un processus de formation. Moins ils ont connu de transition professionnelle, plus ils redoutent la reconversion et plus c'est long et difficile de les repositionner. Vous avez une des explications des mots de la reconversion professionnelle. Eh bien, dans Cléa, pour ceux dont on sait qu'ils ont une difficulté, Cléa peut répondre aussi à cette problématique-là. Il y a mathématiques, langue vivante, etc. Vous connaissez, je vous invite vraiment à regarder ça. C'est un excellent SaaS en amont d'un projet de transition professionnelle, quel qu'il soit. Et pour ceux qui sont intéressés, Transition Pro pourra proposer prochainement des séquences de formation sur Cléa, par l'intermédiaire de William, parce qu'on a senti un gros besoin, et moi le premier. Ok, écoute, merci pour cet éclairage sur ces 2 points. Donc, on avait encore des questions en suspens. Soyons à l'aise aussi sur le fait que si on ne peut pas traiter toutes les questions au fil de l'eau pour des raisons de gestion de temps global, bien entendu qu'on ne reste pas en suspens, on revient vers vous sur ces points-là à l'issue de l'atelier s'il y avait besoin, si on ne peut pas tout traiter. Je vois qu'il est 15h14, mais ce que je vous propose là, c'est qu'on fasse une pause et puis qu'on se retrouve
une petite pause de 5 minutes et on se retrouve dans 5 minutes et peut-être pour aller plus sur la dimension à présent du portail et de la présentation du portail et de comment accéder à toute l'information requise par rapport à Transition Pro et ses dispositifs. On vous dit à tout de suite. À 15h20, à tout à l'heure. Laurent, Tu m'appelles. Ouais, je t'appelle. À tout de suite. Ça passe vite, 5 minutes. Nico, tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Ouais. Vas-y, continue à parler, Laurent. Est-ce que tu as pensé à la récompense pour ceux qui ont répondu à toutes les questions? Non, parce que j'ai entendu Venise verte et Venise tout court, donc ce serait bien que tu puisses préciser la destination que tu as validée. Et est-ce que, par contre, je voudrais aussi parler avec toi d'un point qui me paraît important. Est-ce qu'il y a des points d'étape, par exemple, je ne sais pas, Transition Pro, les locaux de Transition Pro, ça me paraît important quand même comme destination intermédiaire avant d'aller soit en Venise verte On a une terrasse où de temps en temps on prend le soleil, mais on est côté nord. Donc il faudra vraiment attendre cet été, plutôt vers le 30 juin, sur l'équinoxe. Soleil. On va y réfléchir, on va intégrer le paramètre alors. Ceci dit, on rigole, mais il est 15h21 dans notre monde et il va être temps dès lors de céder la parole et la place à Elsa pour la présentation, me semble-t-il, du site Transition Pro, Elsa. Exactement. Je vais essayer de montrer aussi où on est grâce au site. Pour super. Faire d'une pierre deux coups. Alors, je vais essayer de prendre la main parce que je suis moins habituée à Zoom. A priori, ça a l'air hyper facile. Hop. Vous voyez bien mon écran? Très bien, parfait. Ouais, parfait. Ok, super. Alors, le site internet, bon, déjà pour le trouver, peut-être l'adresse, au cas où il y aurait encore des doutes. Donc, transitionpro-pdl.fr. Normalement, on est plutôt bien référencé sur Google. Donc, Transition Pro Nantes fonctionne, ou une autre ville de la région, bien entendu. Et vous pourrez retrouver donc cette page principale où, en fait, moi, je vais vous conseiller 2 choses et pas forcément tout regarder tout le temps parce que vous allez vite vous perdre. C'est le moteur de recherche dont vous a parlé Laurent, où justement ici on peut noter le mot-clé éligibilité dont il parlait tout à l'heure et puis on retrouvera directement les accès pour tester l'éligibilité d'un salarié. L'onglet ici, je suis un salarié, sauf si bien entendu vous étiez un organisme de formation, vous passez par ici. Et puis le fil d'actualité qui est quand même important, notamment pour certaines personnes qui accompagnent les salariés. C'est ici notamment la visibilité de toutes nos réunions. Donc, vous avez là toutes les réunions à distance, y compris notamment la réunion d'information sur la validation des acquis de l'expérience, puisque c'est nous qui informons sur un premier niveau. Et puis, donc, pour rentrer vraiment dans le détail, alors on va plutôt s'attacher au PTP, puisque c'est vraiment le dossier qui se fait de bout en bout avec Transition Pro Pays de la Loire. Quand vous accompagnez quelqu'un, l'idéal, c'est qu'il passe par l'onglet « Je suis un salarié ». Jusque-là, tout est logique. Une fois qu'il est sur la page « Je suis un salarié », il aura une rentrée par dispositif. Donc, pour le projet de transition professionnelle, on est en train de faire un gros travail de simplification pour que ce soit plus pratique et facile à comprendre et appréhender. Donc, sur cette page-là, quand vous allez y aller, vous allez en fait tomber sur un pas à pas avec des vidéos explicatives sur chaque étape d'un projet de transition professionnelle et puis régulièrement des liens vers les bonnes personnes à contacter pour pouvoir être accompagné, notamment là pour le CEP. Et on va retrouver le fameux lien dont parlait tout à l'heure Laurent, qui est ici. Alors, je vous invite, si vous souhaitez, à le tester quand vous cliquez dessus. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dessus parce que si j'y vais, vous allez avoir la partie… vous n'allez pas aller avoir le test en version normale, mais bien en version administrateur. Donc, ce ne sera pas forcément intéressant, mais vous pouvez vous amuser à le faire. Il n'y aura pas de rappel après, on ne récupère pas vos données. C'est juste un test qui va vous permettre de vérifier si la personne est éligible ou pas. Et à la fin du test, on fait un rappel de toutes les conditions d'éligibilité en détail,
notamment pour les intermittents du spectacle, puisqu'il y a des conditions un peu spécifiques, et les intérimaires, même chose. Parfois, on a besoin en fait de bien s'assurer dans le détail que la personne est éligible. Et donc là, tout le reste de la page, eh ben, c'est les informations importantes à savoir pour pouvoir construire son dossier par étapes, avec à chaque fois, comme je vous disais, des liens utiles. Donc là, pour télécharger, ça demande d'autorisation d'absence. Les priorités de prise en charge qui sont disponibles ici, et l'accès à l'espace personnel, parce qu'une fois que la personne a fait la vérification de son éligibilité et s'est assurée qu'elle peut faire une demande de projet de transition professionnelle, elle va devoir se créer un espace, donc un espace qui lui est personnel et qui va permettre de démarrer le dossier. Donc, le mien est déjà créé, je vais donc y accéder directement par là, et vous allez voir que là, on sort de notre site, on tombe sur un autre type de présentation. Il ne faut pas que les personnes s'étonnent. L'espace et le site internet sont deux choses différentes. Et donc, voici l'espace. Ici, toujours, il y aura toujours une petite présentation en fait, des informations importantes. Et sur le côté gauche, l'accès au dossier, donc dispositif démissionnaire, dispositif transition collective et dispositif PTP pour projet de transition professionnelle. Accès à prenez rendez-vous pour les différentes réunions d'information que l'on propose partout dans les Pays de la Loire. Et puis, une fois que les dossiers sont terminés, sont passés devant la commission paritaire, ils sont visibles dans l'onglet « Mes dossiers ». Comme vous le voyez, on a laissé le dispositif VAE, ça va dans le sens de ce que disait Laurent tout à l'heure. Comme on espère pouvoir récupérer des solutions de financement, on a laissé cet onglet-là pour qu'à la suite, les personnes puissent de nouveau faire le dossier par cet onglet. Et donc, pour revenir sur le site, donc ça, c'est vraiment, on est d'accord qu'on est sur l'espace vraiment pur et dur pour pouvoir constituer son dossier de transition professionnelle. Et donc, sur le site internet, si on reprend un petit peu le cheminement pour la suite, eh ben, on va rentrer dans le détail de comment se construit un dossier de financement. Bon, je ne vais pas vous lire tout en détail, on va simplifier tout ça aussi pour que ce soit un peu moins de lecture et un peu plus de choses concrètes. Et comment on argumente aussi sa demande de financement. Et donc, comme vous le constatez, à chaque fois, on propose des petites vidéos explicatives pour redonner du contexte, redonner de l'explication. Et tout à la fin, on retrouve les documents utiles à un dossier, et puis éventuellement ici, la brochure qui présente tous nos dispositifs de transition pro Pays de la Loire, donc que vous pouvez partager par exemple pour des personnes qui souhaiteraient en savoir plus, et le flyer qui est vraiment en lien avec le projet de transition professionnelle, qui reprend en fait les différentes étapes d'un dossier de financement. Et puis pour éviter de dépasser, parce que je crois qu'on va bientôt être aux 10 minutes, tout à l'heure on parlait de où est-ce qu'on nous trouve, et donc nous ne sommes pas à Venise. Nous sommes par contre partout sur les Pays de la Loire, et donc quand vous cliquez dans l'onglet Nos permanences, vous allez pouvoir sélectionner le département concerné par la personne que vous accompagnez ou là où vous avez envie d'avoir des informations, et on va mettre à jour régulièrement les informations. Donc, vous cliquez sur le département, vous avez la liste de tous les lieux où on intervient, et puis vous avez en plus la petite actualité où on intervient. Alors, vous verrez que c'est souvent redondant avec ce que le CARIFOREF a lui aussi sur son agenda, parce que forcément, là où on est, en général, le CARIFOREF est au courant. Mais c'est pour au moins le ranger par département et montrer les différents points où on peut être amené à intervenir. Voilà pour notre site. Alors, du coup, la logique que j'ai eue tout à l'heure pour le projet de transition professionnelle, forcément, vous l'avez pour les autres dispositifs. La seule différence, c'est peut-être le contenu qui est moins pour l'instant travaillé, puisque dispositif démissionnaire, c'est avec le CEP. Transition collective, c'est aussi en lien avec l'employeur, donc le salarié a un peu moins de démarches à faire de manière autonome. Voilà pour cette présentation. Eh ben super, merci Elsa. Quelle efficacité, dis donc. Super. Est-ce qu'il y a des questions tant qu'à être sur ce sujet du site? Je profite du temps où vous les rédigeriez pour indiquer que Laurent a évidemment complété, apporté des éléments de réponse aux questions qui étaient restées en suspens. Voilà. Pas d'autres questions. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très clair personnellement, Elsa. Donc voilà. Si on n'a pas d'autres questions, bah, pour le coup, bah, je vous propose qu'on enchaîne avec un retour sur notre support et notamment le fait de commencer à nous préparer à aller vers des ateliers en sous-groupe, des temps en sous-groupe.
Donc, ce que je vous présente maintenant, c'est donc l'idée. On a eu donc les quelques éléments à la fois de réflexion, structuration, les présentations des dispositifs et du site. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de former 4 groupes, donc d'aller en sous-groupe pour, on vous l'a dit, en termes d'objectifs, acquérir quelques réflexes. Écoutez, vous le voyez à l'écran, le cas du groupe 1. Pour ceux qui étaient dans les groupes 2, 3, 4, c'est l'occasion de voir ce qu'il en était du cas de Madame Michel avant que un rapporteur ou une rapporteuse du groupe 1 puisse nous dire ce qu'il ressort de leurs échanges et notamment sur la base des questions qui leur ont été posées. Donc, alors, Madame Michel. Qui c'est le rapporteur du groupe 1 pour Madame Michel? Okay. C'est moi, c'est Lorena Fredez. D'accord. Okay. Allez, Lorena, à vous de jouer. Donc, on n'a pas eu vraiment le temps de finir puisque c'était très riche. Du coup, on a bien alimenté chacune de son côté les différentes questions. Donc, je n'ai pas eu le temps de les organiser puisque ça faisait de tous les côtés. Donc, voilà, je vous les lis. Donc, madame, elle va subir la situation. Donc, pour ce qui est de que se passe-t-il si elle ne fait rien, elle va subir la situation, se démotiver. Être hors délai pour une demande de formation en accord avec son employeur qu'elle doit informer au plus tard 4 mois avant le démarrage de la formation qu'elle envisage. Sachant qu'on a eu des précisions concernant la situation de madame qui était une situation réelle, qui était super enrichissante et c'est là qu'on a été coupé malheureusement dans notre élan. Donc, il y a la question, est-ce qu'elle va être licenciée? On a eu la confirmation qu'elle ne souhaitait pas suivre son entreprise qui déménageait et qu'effectivement, c'était l'une des solutions qui s'est présentée à elle. Elle risque de se voir proposer un licenciement économique. Donc, elle peut préparer avec un peu plus d'essence sa fin de contrat si elle démissionne ou, voilà, je n'ai pas eu le temps de compléter, si elle est licenciée, pardon, dans la perspective de se former et de changer de métier. Qu'est-ce qu'on lui recommande? Donc là, du coup, une PMSMP pour vérifier les conditions d'admission à cette formation, diplôme, expérience, test. Rencontrer un conseiller en évolution professionnelle pour connaître les modalités et pour mettre en place un stage, évaluer les coûts de formation, faire des enquêtes métiers, prendre contact avec un conseiller afin d'étudier la faisabilité du projet et en parallèle se renseigner sur la localisation de l'offre de formation les plus proches de chez elle, se renseigner sur la possibilité d'une validation des acquis de l'expérience pour réduire les temps de formation. Mobiliser la transition collective à vérifier si cela est possible auprès de son employeur. Donc, quels dispositifs sont opportuns à mobiliser? Donc, la transition collective. On a quand même trouvé sous les conseils de Marie-Josée les points de vigilance, donc vérifier si la formation qu'elle cible rentre dans le registre national des certifications professionnelles. Les métiers ciblés correspondent-ils à un métier en tension ou un métier porteur, pardon. Sur les longs termes, vérifier l'impact financier de ces choix. Si celui-ci est validé, évolution par rapport à la rémunération actuelle avec l'ancienneté importante qu'elle avait déjà et appartenance à un grand groupe puisqu'elle appartenait à une enseigne nationale. Elle travaillait dans une enseigne nationale. Quels avantages découlent de son action? Être accompagné dans les différentes étapes pour sa transition professionnelle, être outillé par rapport à son projet avant de prendre rendez-vous pour en informer son employeur actuel, ne pas avoir de mauvaises surprises quant à la faisabilité de son projet de transition professionnelle. Et je ne sais pas s'il y a d'autres informations qui ont été marquées puisque je ne vois pas au-delà de la dernière phrase. Je crois que c'est la fin de ce qui a été saisi. Oui. Hein. Je déroulais
le document. D'accord. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que d'autres personnes, d'autres groupes en particulier voudraient réagir, poser des questions par rapport à ce cas Si non, eh ben, ce que je propose, c'est de voir ton analyse, Laurent, par rapport à ce cas et les échanges du groupe. Je leur dis bravo déjà pour leur bonne réaction par rapport au cas et aux propositions qui sont faites. Je trouve que déjà les bons réflexes sont là, hein, que ça soit effectivement sur le fait de se dire entamer plutôt les choses avant que ça se passe, quoi, donc avant d'être licencié, donc ça paraît complètement conforme. La mobilisation du CEP peut venir effectivement bien accompagner cette personne-là dans tout le chemin, lui expliquer l'intérêt de commencer son travail. Alors, vous posiez la question sur la partie intérêt de la formation, est-ce qu'elle est porteuse ou est-ce qu'elle n'est pas porteuse? Il faut savoir qu'aujourd'hui, transition collective, effectivement, on va flécher plutôt vers un métier porteur. C'est quoi un métier porteur? On a une liste, c'est vrai, de métiers porteurs accessibles sur notre site. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Ça veut dire qu'il est admis que si ce métier ne fait pas partie de la liste, c'est à la personne de prouver qu'il va y avoir de l'emploi. Vous savez que parfois, dans un territoire, il y a une opportunité très locale, parce qu'il y a l'ouverture d'une structure qui est à quelques kilomètres de soi, qui va ouvrir, qui va naître, et bah, du coup, les contacts sont commencés à être établis, et ça peut effectivement être l'opportunité. Donc ça peut être juste le petit point de différenciation. Vous avez raison, transition collective, a priori, vous avez bien ciblé, on est dans le cas où il y a une fusion, il y a une disparition du poste. Et bien là, autant d'emblée aller chercher le dispositif qui est normalement fléché pour ça. Alors, on a ce dispositif jusqu'à la fin de l'année. Hein. Voilà, donc, sauf changement de dernière minute, mais pour l'instant, ce plan de relance est acté jusqu'à 2022. On ne sait pas encore après ce qu'il adviendrait. Vous voyez bien que c'est un dispositif de secours. Et là, l'idée serait quand même aussi d'aller examiner l'entreprise. C'est-à-dire qu'on a vu le cas de Madame Michel, mais n'y a-t-il pas d'autres cas de Madame Michel? Voilà. Donc, le réflexe, c'est de ne pas hésiter à un moment donné, à revenir vers Transition Pro, auquel cas, pour dire, écoutez, j'ai été alerté là, j'appelle ça un peu les signaux faibles. Vous voyez, donc, les signaux faibles, les entreprises ne disent pas qu'elles se restructurent, qu'elles mutent. En fait, on le sait par l'intermédiaire d'échanges entre professionnels, entre le chef d'entreprise, très ponctuellement. C'est souvent les bénéficiaires qui vont l'annoncer. Et en fait, il ne faut pas hésiter à, du coup, nous prévenir parce qu'en fait, et encore une fois, on est payé pour, on est missionné pour cela. On va voir l'entreprise et on va l'aider à examiner son cas et voir si oui ou non, ça pourrait s'élargir à d'autres salariés. Voilà, autant lui faire bénéficier de tout ça. Un bilan de compétences, demande Katia. Non, Katia, pour moi, la différence du bilan de compétences avec le CEP, c'est souvent une question qu'on m'a posée. Et j'ai eu la réponse, alors j'ai ma propre opinion, mais je l'ai partagée avec les opérateurs CEP et aussi avec des centres de bilan de compétences et aussi avec des centres de coaching, je vais vous dire. En fait, le CEP, quel est l'intérêt de faire un bilan de compétences? Le bilan de compétences, c'est quand une personne est dans une situation un peu plus profonde, une situation critique plus marquée. Vous voyez que les aspects psychologiques sont plus importants. Et la personne va avoir besoin de plus de temps, de profondeur, et aller chercher des éléments autour de sa personnalité pour pouvoir cheminer dans sa réflexion. Ce que ne fera pas nécessairement de la même manière le CEP, parce qu'il ne disposera pas du temps. Il n'a pas le même temps d'accompagnement. Donc, du coup, le CEP peut très bien être utilisé en amont, d'ailleurs. Vous pouvez guider cette personne vers le CEP. Le diagnostic verra si oui ou non si l'accompagnement du CEP suffira ou si il vaut mieux entamer un bilan de compétences parce que le CEP va s'arrêter à un moment donné à une certaine limite qui était atteinte. La personne fait son bilan de compétences et elle peut revoir son CEP après. Ça ne s'interrompt pas. Voilà, très important que vous le sachiez. De la même manière que la transition entre le travail du CEP ne s'arrête pas, c'est-à-dire qu'il y a des accords aujourd'hui entre les opérateurs CEP et Transition Pro pour qu'il n'y ait pas d'interruption de travail
C'est-à-dire que le salarié, on ne dise pas maintenant ça s'arrête, à vous de prendre contact avec Transition Pro tout court. Voilà, aujourd'hui, il y a des choses qui se font, il y a des mails qui circulent, des échanges de correspondants qui permettent de le faire. J'invite les centres de bilan également à faire de même, hein. Il n'y a pas de raison, hein. Voilà, ça permet de fluidifier et de ne pas interrompre le parcours. Très bien. Bravo à ce groupe. Très bien pour les réflexions. Très, très bien. Eh bien, poursuivons et passons alors au groupe numéro 2 avec monsieur, alors, Fâche Vous fâchez? ou Fâché. Alors, qui est porte-parole, qui est rapporteur de votre groupe numéro 2? C'est moi, ça n'a pas inspiré suffisamment. Du coup, j'anime et je porte la parole. Mais on a été moins, comment dire, on a moins développé. Alors, monsieur Fâché qui souhaiterait créer son entreprise éventuellement parce qu'il a un risque parce que c'est compliqué avec son manager et puis qu'il pense qu'une rupture conventionnelle ne sera pas possible. Donc, la première question, que se passe-t-il s'il démissionne? S'il démissionne, c'est assez simple, il n'aura pas d'allocation. Assez simplement. Ce que vous lui recommandez, alors dans un premier temps, de rencontrer un conseiller en évolution professionnelle et vérifier s'il n'a pas besoin de formation complémentaire, donc notamment des formations dites obligatoires pour la création d'entreprise, formation sécurité et autres. Pour le dispositif, on a été assez rapidement sur le dispositif démissionnaire. Et puis, quels avantages découleraient de son action? Donc, avant de parler simplement de l'assurance chômage, on a surtout mis en avant le fait qu'il serait plus serein vis-à-vis de son employeur, moins de difficultés avec lui, qu'il pourra du coup valider son projet avant de démissionner avec le conseiller en évolution professionnelle, et puis qu'il aura mis en place un vrai plan d'action pour son projet de création d'entreprise qui permettra de sécuriser son parcours. Et bien sûr, si tout cela est accepté, il pourra bénéficier de l'assurance chômage. Merci pour la restitution, Elsa. Pour le coup, tu étais en même temps de Transition Pro. Laurent, est-ce que tu as quelque chose à ajouter à ce que ce groupe a… Oui, je pense que les éléments clés y sont. Il y a une particularité quand même dans ce cas-là, c'est qu'il faut faire attention à quelqu'un qui est dans la réaction. C'est-à-dire, je ne m'entends pas avec mon manager, donc je vais créer ma boîte. Ça pourrait souvent tendre à cela. Donc, il faut bien vérifier avant que la personne, là où elle en est dans sa réflexion, justement, est-ce qu'en changeant d'entreprise et en occupant ce même poste ailleurs, est-ce que ça continuerait à avoir du sens pour elle? Et puis, autre remarque, beaucoup pensent pouvoir se dégager, entre guillemets, de la responsabilité employeur en disant mon patron, j'en ai marre, ou mon manager, j'en ai marre, donc je me mets à mon compte. Mais beaucoup oublient qu'on peut être des experts techniciens, c'est vrai, mais pas pour autant avoir les compétences entrepreneuriales. Donc, bien vérifier qu'on est non seulement capable de continuer ces compétences dans le domaine dans lequel on est, mais aussi aller vérifier qu'on est capable d'avoir les compétences entrepreneuriales. Et là, il y en a beaucoup qui zappent un peu. Donc, j'ai vu dans le plan d'action, j'imagine que c'est dedans, oui. Dernière particularité, alors attention, s'il démissionne tout court, on est bien d'accord qu'il n'est pas indemnisable. Mais le dispositif démissionnaire permet autrement, c'est-à-dire d'amortir la décision et justement de bénéficier de l'indemnisation chômage s'il respecte le circuit du dispositif démissionnaire. Vous voyez bien la différence, hein? Voilà, donc on peut faire un dispositif démissionnaire pour une création-reprise d'entreprise. Je respecte tout le chemin, le circuit, CEP, je vérifie mon ancienneté, etc. Ça, c'est important. A priori, il les a, à ne pas confondre avec la démission tout court, qui est la sanction, hein, puisqu'il n'y aura pas d'indemnisation, mais nos collègues du Pôle emploi pourront nous confirmer. Par Okay. Bravo. Okay. Merci Laurent pour ces précisions. On passe de Monsieur Fâché à Madame Rondineau du groupe 3, dans lequel tu étais, Laurent. Alors, qui chez vous portait la parole? C'était moi. Oui. Oui, Chloé, bonjour. Bonjour. Donc, du coup, si elle ne fait rien… Ah oui, vous voulez peut-être que je relise la mise en situation? Bon, les uns et les autres ont accès, sont en train de la lire. Je vais laisser suffisamment longtemps cette partie-là pour qu'ils aient connaissance du cas. Je vous en prie. Ok.
Donc, si elle ne fait rien, il risque d'y avoir un impact du deuil du métier puisque, en fait, il peut y avoir du coup des arrêts de travail, voire des restrictions ou des inaptitudes qui peuvent être prononcées. Donc, une aggravation de sa santé. Ça peut aussi générer une perte de confiance et donc un risque de désinsertion professionnelle et de dégradation, notamment de relations avec son employeur, avec un risque de licenciement. Donc, ce qu'on lui recommande, ça serait de solliciter la CARSAT, d'anticiper sa démarche et notamment de se faire accompagner par un CEP. Pourquoi pas faire un point sur ses compétences, solliciter aussi l'atelier couture, faire une enquête métier, voire un stage d'immersion. Voilà. Le dispositif qu'on pourrait lui conseiller, donc, c'est le CEP, éventuellement un bilan de compétences, une période d'immersion, les dispositifs qui sont proposés par la CARSAT, et puis pourquoi pas le projet de transition pro ou de transition collective si l'entreprise est en difficulté. Et donc, les avantages, c'est du coup d'avoir une maîtrise de ce qui se passe plutôt que de subir sa transition. Elle serait plus maître de son parcours. Avoir aussi un côté rassurant sur la capacité à faire autre chose et donc de gagner du temps sur l'issue possible de son inaptitude. Ok, merci Chloé. Laurent, tu étais dans le groupe, je suppose que tu as pu partager aussi quelques éléments au fil des échanges. Est-ce que tu peux en faire profiter éventuellement le plus grand nombre? En fait, on en a profité pour alimenter et abonder globalement et nourrir la réflexion qui avait déjà été très très bonne de la part de ce groupe-là aussi. Donc, vous avez bien compris en fait que globalement, on pouvait, notamment lors d'une inaptitude, et là on a abordé, beaucoup ne le savent pas, à Transition Pro, nous avons en fait un partenariat avec les CARSAT. Donc, du coup, notamment, l'impact, il est clair. Quand une personne dépose traditionnellement une demande de financement, on lui demande de déposer sa demande 3 mois avant l'entrée en formation, minimum. Lorsqu'il y a un partenariat avec la CARSAT, on admettra, à condition que ce partenariat a été enclenché, par justement les assistantes sociales. Il y a une fiche navette qui permet globalement de raccourcir ce délai. Donc, quelqu'un qui risque d'être licencié pour une aptitude, qui n'aurait pas eu le temps de monter son dossier parce que c'était trop juste, il y a une souplesse pour ces cas-là. Donc, et deuxième remarque que j'ai partagée, si cette personne de toute façon est licenciée pour une aptitude, l'intérêt c'est qu'elle va conserver l'avantage de son financement, c'est-à-dire on lui maintiendra son salaire et on lui maintiendra donc la prise en charge de ses frais de formation. Elle sera donc stagiaire de la formation professionnelle, son employeur, ça sera nous, Transition Pro. Voilà, donc, et globalement, elle préserve complètement ses droits d'assurance chômage. Donc voilà, c'est ce cas particulier qu'on souhaitait aussi partager avec vous. Donc n'hésitez pas à vous dire quand quelqu'un a une inaptitude, voilà, réflexe CARSAT, et puis de se dire Transition Pro, il vaut mieux se former avant, demander le financement avant, plutôt que d'être licencié et c'est tenter de rebondir après. Ok, merci. Je profite de l'occasion de la transition vers le groupe numéro 4 et son cas pour juste vous dire qu'il y a quelques questions qui sont apparues dans le chat, notamment concernant le fait de l'intérêt, plutôt l'intérêt témoigné de disposer des études de cas et des réponses. Alors, premier élément déjà, on enregistre le tout, donc vous aurez accès au replay sur notre site. Et puis, par ailleurs, moi, de mon côté, pas de souci a priori. Qu'en penses-tu, toi, Laurent, sur le fait alors C'est ce que j'allais dire. Aucun problème pour obtenir les cas, puisqu'on les a travaillés, c'est des cas réels qu'on peut tous effectivement être amenés à accompagner ou à aiguiller. Et puis, effectivement, je partage ce qu'a dit Nicolas. Il vaut mieux que vous ayez la vidéo. Parce qu'en fait, je n'aurai peut-être pas l'occasion de vous réécrire mes réflexes. Donc, le mieux, si vous me permettez, n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et en tout cas, je fournirai en ressources les supports de chaque groupe, c'est-à-dire les cas et les réponses apportées. Effectivement, les compléments seront
à trouver dans la vidéo. J'ai vu passer au milieu de tout ça une question qui parlait des départements. Est-ce que c'est le cas? Violaine qui pose cette question. Alors, à propos de ce qu'on a évoqué du CAS et de la CARSAT, c'est bien ça, Violaine? Oui, c'était au sujet de la fiche navette, savoir si c'est existant dans tous les départements. Oui, je confirme. D'accord, merci. Très bien. Allez, sans plus attendre, on passe au groupe numéro 4 et au cas de Monsieur Tranquille. Alors, Monsieur Tranquille, on vous laisse le temps de voir justement son cas de figure et donc, Monsieur Tranquille, donc c'est quelqu'un qui risque de perdre son emploi s'il ne fait rien, puisque si l'entreprise est vendue comme un bien immobilier, c'est fort probable que ce ne soit pas de nouveau un restaurant qui soit réimplanté. Donc on lui recommande plutôt de rencontrer un CEP et d'aller sur le site mon CEP s'il ne sait pas où le rencontrer, d'aller sur le site aussi de Transition Pro, si on a l'info du nom de l'entreprise, c'est que conseiller à l'entreprise, s'il y a plusieurs salariés, de proposer de rencontrer aussi Transition Pro pour faire une transition collective. Et surtout à ce monsieur Tranquille de réfléchir s'il veut démissionner ou non, donc anticiper son départ ou pas, ou se laisser porter par ce qui adviendra du bien immobilier de son entreprise. Donc, vu qu'il souhaitait éventuellement revenir à la comptabilité et la gestion via son CAP qu'il avait passé il y a plus de 18 ans, on lui proposerait plutôt de mobiliser déjà une immersion pour valider si le travail qu'il a appris en comptabilité il y a plus de 20 ans sont toujours les conditions réelles du métier, en tout cas, est-ce que c'est bien le métier auquel il pense aujourd'hui, donc se confronter, est-ce que le CAP est suffisant, est-ce que les activités confiées à un comptable lui conviennent par rapport au rythme qu'il avait avant dans la restauration. Et donc, si c'est le cas, si ça confirme, de proposer peut-être une formation pour qu'il, via le PTP, pour actualiser ses savoirs, ses connaissances en comptabilité, et donc du coup être plus assuré sur ses connaissances. Donc, les avantages qu'il y aurait là-dedans, c'est que déjà, ça lui permet de retravailler sur son projet professionnel, de sécuriser son parcours de formation, de bien connaître ses compétences actuelles et ses manques, d'avoir aussi tous les éléments pour envisager une prise de poste directe ou une formation. C'est aussi le pendant. Est-ce que son CAP suffit pour prendre un poste actuellement ou pas? Et puis, avec l'accompagnement du CEP, c'est d'aller directement à l'information juste au bon moment pour pouvoir mobiliser des moyens, des outils et travailler sur ce côté financier qui serait dans son projet. Super, merci Anne-Marie. Voilà, on n'a pas du tout parlé de la VAE, puisque vu qu'il ne voulait pas valider ses compétences pour travailler dans le même sujet, donc la VAE n'a pas du tout été abordée. Ok. Écoutez, moi, je vous dis bravo aussi à ce groupe-là, c'est sincère. J'imagine qu'il y avait déjà des bons réflexes et j'espère à travers cet atelier qu'ils se sont renforcés. En tout cas, génial. Moi, je trouve que vous avez bien perçu la situation, le dispositif qui pouvait effectivement être mobilisé. Donc, ça me paraît complètement légitime. Côté en fait, immersion. Vous avez aussi, il ne faut pas l'oublier, alors l'immersion, c'est un acte très intéressant, notamment quand la personne est presque au bout de sa maturité, de sa réflexion sur le projet. C'est-à-dire, je veux effectivement aujourd'hui devenir secrétaire comptable et globalement, est-ce que c'est bien ça? Et vous avez complètement raison de dire, est-ce que ce n'est pas décalé par rapport à ce qu'il faisait il y a 18 ans? OK? Mais n'oubliez pas qu'avant ça, avant l'immersion, si vous la mettez trop tôt, ça ne produira pas assez de choses. Il vaut mieux la mettre plutôt en fin de parcours d'accompagnement pour valider peut-être ça. On peut aussi normalement le faire en découverte, mais quand on travaille plutôt sur des pistes de réflexion, quand la personne ne sait pas où aller
et qu'il y a quelques pistes, les premières pistes qui ont été détectées par un bilan de compétences ou par un conseiller en évolution professionnelle. Du côté de choisir mon métier en Pays de la Loire, au Carrefour F, vous avez un outil qui est aussi intéressant puisque vous avez la possibilité, je crois qu'il s'appelle Rencontre un pro, si je ne dis pas Absolument. bêtise. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est un temps d'échange entre cette personne-là et un professionnel qui l'exerce. Et vous avez des personnes qui sont passées par ce chemin de la reconversion, qui sont aujourd'hui prêts à donner un coup de main, à expliquer par où il est passé et éventuellement là où il en est aujourd'hui dans cette transition. N'oubliez pas qu'il y a cet outil au Carrefour F qui peut être une bonne alternative ou un complément tout simplement à ce travail de réflexion d'accompagnement. Qu'on retrouve en page d'accueil du site Choisir mon métier, en l'occurrence. Quel talent, Marie-Josée qui réagit sur… Merci Marie-Josée. Et écoutez, cela nous amène aux quelques points qui nous restent. Il est déjà 16h21, on n'est pas loin du terme de cet atelier. Une question qu'on voulait vous poser. Là, on a fait un temps de travail en sous-groupe. Dès lors, écoutez, que vous a apporté cette phase de travail en sous-groupe? Là, ce qu'on vous propose, c'est une réponse individuelle via le chat pour qu'on puisse un petit peu mesurer les apports. N'hésitez pas à être critique. On aime effectivement vos réactions positives, il n'y a pas de souci. Mais ça fait toujours du bien. Mais voilà, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir mieux compris certaines démarches? Est-ce que ça vous permet d'agir plus confortablement maintenant pour chacun d'entre vous? Voilà, c'est important. On vous laisse quelques temps pour pouvoir y répondre. Ah, Laetitia, oui. Pas facile pour les échanges. Après, oui, c'est sans doute les limites du distanciel, je suppose, Laetitia, si vous voulez peut-être mettre quelques mots sur ce point. Oui, je pense qu'effectivement, c'est le distanciel qui ne facilite pas dans la mesure où on se voit vraiment sur un très court temps. Donc voilà, il n'y a rien qui se crée effectivement dans une émulation de groupe. Donc c'est compliqué, effectivement. Après, le travail, il était très intéressant malgré tout. Hein, ça n'empêche pas, mais effectivement, sur un court temps comme ça ne facilite pas la prise de parole, en tout cas. Ok, merci. Merci de préciser. Je vois également Marie-Laure qui dit que ce n'était pas forcément au plus simple le fait de pouvoir écrire individuellement et de partager à l'oral. Marie-Laure également, hein, si vous souhaitez préciser un petit peu ce que vous nous partagez là. C'était une nouveauté pour moi. Et en effet, par rapport à la consigne de ce qui est en individuel et ce qui est en collectif, ça demande un petit rodage. Mais si je reviens demain, si ce webinaire est reproposé dans quelques temps, je pense que ça le fera. Et c'est toujours intéressant, on mémorise bien quand il y a une situation, surtout quand les personnes s'appellent Monsieur Fâché ou Monsieur Tranquille. Merci Marie-Laure. C'est mon côté créatif. C'est mon côté. Ok. Voilà, je vois plutôt des retours positifs. Je regarde s'il y a également quelques points qui iraient dans le sens de la suggestion d'amélioration pour mettre en pratique. Donc, je te laisse regarder également en parallèle, Laurent. Oui, je vois aussi. Merci en tout cas pour ces éléments. C'est important pour nous parce qu'effectivement, Nicolas et moi-même, on se posait la question de savoir comment on aurait pu, qu'on pouvait aborder le sujet. Donc, on tente aussi, hein, on expérimente. On sait qu'on peut être moins bon sur tel ou tel point, mais l'essentiel, c'est la globalité. Et on connaît aussi les limites du à distance. Je vous avouerai que Nicolas et moi-même, c'est la deuxième fois seulement, hein, je crois qu'on fait cette configuration-là. Donc, il ne faut pas nous en vouloir, mais tant mieux si ça a pu quand même déjà répondre à certains besoins. Et je vois la remarque au milieu de Philippe qui dit que c'était court, 2h30, et effectivement, je vois bien qu'il y a des questions qui viennent, qui remontent. Et, bon, en tout cas, voilà, c'est tout de même long avec 5 minutes de pause. Ah bon? En plus. Voilà. Ok, merci pour ces retours. Là, il nous reste 5 minutes.
Bon, on avait prévu un petit point, qu'est-ce qu'on n'aurait pas abordé, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit encore? Et là, plus sur l'équipe et l'offre de service, Alors, Transition Pro. très franchement, je vais pas aller trop en profondeur sur le sujet. J'aurais une chose à vous proposer. Dans chaque territoire, donc dans la configuration du SPRO notamment et des CLEFOP que vous commencez à bien connaître maintenant, on a 18 CLEFOP. Vous trouverez dans les 18 CLEFOP un correspondant Transition Pro qui vous est dédié. Ce correspondant, c'est sous forme de carte, vous le contactez par mail, voilà, puisque sinon il est déjà au service des salariés, donc son téléphone est plutôt privilégié particulièrement pour cela. Mais néanmoins, ce correspondant, c'est Madame, Monsieur Territoire pour vous. Donc, pour donner suite à ce qu'on vient d'échanger et surtout pour aller plus loin, pour essayer d'organiser des choses sur votre territoire, pour répondre à des cas concrets que vous rencontrez, plutôt que de rester seul, contactez votre référent. Voilà, ils sont là pour cela. Donc, vous avez les liens. Donc, vous voyez, comme c'est affiché ici, vous cliquez sur le mail, vous dites que vous avez participé à notre webinaire d'aujourd'hui, et puis vous n'hésitez pas à dire, voilà, j'aurais besoin de vous pour ça, ça et ça, j'aimerais approfondir tel sujet. Vous verrez que ces correspondants sont très mobiles et pourront venir vous voir. Bien sûr, ils ont leur emploi du temps, hein. Ils sont non seulement au contact des bénéficiaires, au contact des organismes de formation, au contact des conseillers en évolution professionnelle, au contact des entreprises. Donc, vous voyez bien qu'ils sont satellites de tout cela. Donc, c'est important, mais en tout cas, que vous les identifiez, que vous ayez surtout, n'hésitez pas à les avoir. Au dernier point, côté organisme de formation, vous avez une offre de service qui se déploie. Il y a une newsletter maintenant qui passe régulièrement. Donc, auprès des organismes, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour aller plus loin, pour être inscrit sur cette newsletter qui vous donne de l'actu spécifique organisme de formation. Parfois, c'est même technique, hein, mais au moins, on ne perd pas le fil. Côté CEP, chaque mois, il y a une réunion donc, mensuelle qui est proposée à l'issue des commissions pour que l'actualité soit donnée et les résultats des commissions. Chaque CEP les connaissent, donc je pense que c'est déjà pas mal. Et côté entreprise, ne l'oubliez pas, souvent on est très concentré sur le bénéficiaire, les organismes, c'est très bien, mais les entreprises, c'est pareil, donc tout en respectant le travail des OPCO, c'est très important. Nous pouvons aussi rencontrer des entreprises qui se posent des questions. Il nous est arrivé de pouvoir élaguer pas mal de situations et de problématiques que relatait un chef d'entreprise sur des situations de salariés. Et indépendamment des salariés qu'on rencontre de manière confidentielle, donc avec les CEP. Donc là, on est sur le conseil plutôt auprès des entreprises. Donc, vous pouvez nous féliciter. Enfin, allez, je vous donne un petit scoop. Dans quelques semaines, nous avons la bourse à l'emploi qui va effectivement être déployée. Vous allez voir que nous allons pouvoir peut-être participer à la problématique des réponses aux besoins de recrutement de certaines entreprises. Quand je dis peut-être, c'est parce qu'on ne prétend pas aller plus loin qu'une mise en relation. Nous avons à peu près 50 à 90 stagiaires qui sortent des formations que nous finançons. Ben, pourquoi ne pas les mettre en relation avec des entreprises qui recrutent? Voilà, ça paraît simple sur le papier. Eh bien, on a fait le concept et on va pouvoir effectivement le partager avec notamment les CLEFOP, voilà, particulièrement pour la mise en œuvre. Eh bien, merci. Voilà. Merci pour cette mise à niveau d'information, Laurent. Et merci à tous. Je n'oublie pas Delphine, Elsa, tes collègues de Transition Pro que je remercie à nouveau, et puis Marie-Josée, ma collègue, hein, qui vous tous avez permis qu'on puisse passer ce temps cet après-midi d'atelier sur les dispositifs de Transition Pro. Donc un grand merci à tous pour votre participation, merci pour vos retours. À suivre un formulaire d'évaluation pour prolonger votre retour un petit peu plus à froid sur cette formule. Je ne vous rappelle pas qu'il y a un site pro, Choisir mon métier, sur lequel vous avez une rubrique professionnalisation, sur lequel vous avez un certain nombre d'actions, sur lequel vous êtes, bien entendu, les bienvenus, si vous souhaitez vous y positionner. Je rajouterai un truc, c'est, Laurent, je ne comprends pas, pourquoi tu dis à chaque fois que c'est le CAREF qui va payer la note? Je ne comprends pas le truc, je ne comprends pas. Bon, bref, en tout cas. C'est pour de mettre toujours un petit peu d'humour dans nos interventions. Moi, j'aurais juste une petite particularité, si vous permettez, et si vous nous y autorisez, de mettre vos caméras. Je vais faire une petite impression écran. Je trouve qu'on a super bien bossé, vous et nous.
et je trouve qu'on pourra le partager sur les réseaux sociaux. Voilà, on fait un côté cheese, hein, comme d'habitude. Voilà, je voulais vous dire. Et on va partir. Je n'oublie pas Elsa qui va me dire, Laurent, on aurait pu communiquer sur tout ce qui a été fait, c'était génial, mais bon, alors, je pense à elle, n'est-ce pas Elsa? Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Je le fais 2 fois, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Et puis, je vais essayer de faire une impression à l'écran. Allez, 1, 2, 3, cheese. Allez, c'est dans la boîte. Super, merci. J'étais ravi de travailler à vos côtés. Merci à toi, Nicolas. Merci à l'équipe du CARIF. Merci à Delphine et merci également à Elsa. Et merci à tous. Bonne fin de journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.